Hello, c'est Emeline et vous écoutez l'anecdote du dimanche, le podcast qui met en lumière les gens ordinaires au parcours de vie extraordinaire. Un podcast inspirant dans lequel chaque anecdote peut changer votre regard sur la vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nelly, 34 ans. Après avoir vécu 5 ans au Mexique, elle a pris une culotte propre, son ordi et son kitesurf direction l'île Maurice. Et il y a quelques semaines, Nelly brillait sur la scène du Grand Rex. Le soir, elle participait au grand dîner des créateurs aux côtés d'Amixem, Mathieu Stéphanie ou encore Alexia Laroche-Joubert. Et ça, je suis vraiment jalouse. En apparence, Nelly a la vie dont tout le monde rêve. Elle travaille depuis les plus belles plages de la planète, et si elle a envie d'aller surfer un mardi à 15h, bah elle le fait. Mais derrière cette vie de rêve se cache un parcours semé d'embûches, et ce qui a permis à Nelly de vivre toutes ses aventures aujourd'hui, c'est la résilience. Vous vous en doutez, si Nelly est à mon micro aujourd'hui, c'est parce qu'elle a dû traverser de nombreuses épreuves, faillites, blessures à répétition. Nelly a perdu 50 000 € à cause du Covid et a le corps en miettes suite à de nombreuses grosses blessures. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, je vous invite à mettre 5 étoiles et à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux et auprès de vos amis. Ça m'aide grandement à faire connaître le podcast sur les plateformes. Bonne écoute. Salut Nelly, comment ça va ? Bah ça va, écoute, quelle introduction, ça met la pression un peu, hein. Bienvenue en région parisienne, ça vaut pas le Mexique, mais j'espère que tu passeras un bon moment et que t'as pris des pulls et des pantalons propres cette fois. J'ai essayé, j'ai tout donné, mais j'ai plus vraiment de vêtements pour l'hiver, donc ça fait 1 mois et demi que je mets le même pull, c'est une catastrophe, la police de la fashion. Du style, ouais, bah ils sont là derrière la porte, ils t'attendent. Je vais me faire arrêter jusqu'à la fin. Il y a la bague de la fashion qui arrive. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs de la façon dont tu... Oui, donc je m'appelle Nelly, mais ça, tu le savais déjà. Et t'as dit le principal par rapport au sujet qu'on va aborder, mais en gros, j'ai grandi en France, je suis partie voyager un petit peu à travers le monde, après j'ai roulé ma bosse. Et je viens de passer 5 ans au Mexique où j'ai créé plusieurs entreprises, dont une qui n'a pas été un grand succès financier, disons-le comme ça. Mais bon, j'ai appris plein de choses et en ce moment je suis entre la France, l'île Maurice, la Réunion, que des endroits absolument horribles donc. On te plaint. J'espère. Quel genre d'enfance t'as eu, Nelly ? Eh ben écoute, les souvenirs que j'en ai, c'était plutôt heureux, j'ai manqué de rien et surtout mes parents m'ont toujours encouragée à tout faire. J'ai fait plein de choses, j'ai fait des sports pas très conventionnels, je crois qu'on en reparlera peut-être un peu. J'ai expérimenté beaucoup de trucs et on m'a jamais dit c'est trop dangereux, c'est trop cher, c'est trop loin, c'est pas pour les filles ou quoi que ce soit. Donc vraiment je me suis toujours sentie libre de tester plein de choses et je pense que c'est quelque chose qui m'accompagne encore aujourd'hui. J'ai grandi à la campagne avec mon frère et mes parents. On allait manger chez ma grand-mère le dimanche. Donc assez classique finalement, mais avec des petites touches de folie. Top. Donc t'as étudié l'aménagement paysager, Ouais, la gestion de projets européens et l'urbanisme. Ouais, c'est ça. Et puis ça t'a saoulé et t'es partie au Mexique en 2019 pour entreprendre. T'avais aussi fait un échange au Canada, et non pas au Canada. Tu m'avais dit 10 ans avant pour les études, c'est ça, un échange étudiant quoi. Ouais, c'est ça, j'étais restée 6 mois à peu près au Canada dans le cadre de mon premier master en urbanisme. Et c'est à ce moment-là du coup que t'avais envie de vivre à l'étranger ou ça s'est vraiment manifesté en 2019 ? En fait, j'ai jamais intellectualisé le truc en me disant je rêve de vivre à l'étranger ou quoi que ce soit. Depuis que j'ai eu mon bac, j'ai beaucoup voyagé, seule ou avec des gens. Mais je me formalise pas sur le fait d'être avec d'autres personnes qui veulent les mêmes choses que moi au même moment. Si j'ai envie de le faire, j'y vais. Ouais, c'est un peu qui même me suivent et si vous me suivez pas... Ouais, okay. C'est ça. Le Canada, ça s'est présenté un peu comme ça parce que l'université dans laquelle j'étais avait des programmes d'échange. Donc il y a eu une réunion d'information au début de l'année où on nous a dit on peut aller là. Et j'avais un très bon pote qui m'a dit bah viens on s'inscrit. Bah j'y suis allée, je me suis inscrite et c'était très cool. Et ça fonctionne souvent comme ça. Soit on va me dire bah viens on part en Asie dans 2 semaines, on s'est jamais vu mais pourquoi pas. Bah oui d'accord. C'est un peu mon... Alors ceux qui me connaissent savent que c'est vraiment tout l'inverse de ma personne. Que moi tu me proposes ça, je vais être en PLS et je vais me dire attends mais si jamais non et pourquoi, enfin ça va être un enfer. Écoute, je suis toujours vivante. C'est même par exemple partir un week-end avec quelqu'un que je connais mais pas de fou. Je vais me dire ah ouais mais imagine on s'entend pas et tout. Puis moi il y a des moments où j'ai besoin d'être solo pour ah ouais moi aussi recharger ma batterie.
Donc typiquement, même un week-end, il y a des moments où, tu sais, je vais partir, je vais marcher un peu plus loin, ou, tu sais, pour avoir des moments, genre... Donc partir avec quelqu'un que je connais pas, pour moi, ça serait l'enfer sur Terre. Et ben, moi aussi, j'ai vachement besoin de moments solo pour recharger et tout. Et justement, j'ai l'impression que partir avec quelqu'un que tu connais pas, t'as moins cette pression sociale. Parce que tu vois, tu pars avec tes meilleurs potes ou quoi, ils attendent de toi que tu sois toujours... présent pour eux, ils vont un peu plus mal le prendre si tu dis bah non je viens pas avec vous parce que j'ai envie de rester solo, tu vois. Oui, c'est vrai. Il y a ça, et il y a aussi le fait que vu que j'ai beaucoup voyagé seule, je pars toujours du principe que si ça se passe mal, c'est pas grave, j'ai mon sac à dos et je me casse, tu vois. Et je le dis dès le départ, si la personne elle me propose un voyage, je dis bah ok, y a pas de souci. Par contre moi je te donne l'info si nos rythmes fonctionnent pas, si bah ça fit pas comme on avait envie. Bah en fait on va séparer nos chemins et puis c'est pas grave. C'est vrai. Et c'est jamais arrivé. Ouais, parce que du coup tu pars avec des gens qui ont aussi cette mentalité, donc comme tu dis il y a moins de pression. T'as pas des gens qui vont bouder si jamais tu veux pas aller faire de l'escalade mais tu veux plutôt aller faire du surf. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est assez chill du coup. Exactement. Ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait ça quand même. Mais il y a une époque c'était un peu ma passion, ouais, de partir en Asie avec des gens que j'avais vus une fois. Putain. Donc t'as commencé à voyager dans pas mal d'endroits. Et c'est à quel moment que t'as eu le déclic de te dire cette fois je vais partir mais pas pour un simple voyage mais pour y vivre? En fait, ça faisait déjà un petit moment que avec mon copain de l'époque, on essayait de monter un business en France. On a eu plusieurs projets, on était investis à fond dedans, on avait quitté nos jobs respectifs, etc. Mais pour des raisons administratives plus ou moins lourde et compréhensible, on va dire. On se prenait beaucoup de portes dans la gueule, ce qui au bout d'un moment a commencé à nous saouler un peu. Et au moment où j'ai reçu... Ils viennent te chercher. Pardon. Donc les portes... Et au moment où j'ai reçu une notification de la banque qui m'avait dit jusqu'à présent votre projet c'est vraiment une formalité, on va vous accompagner, il n'y a pas de souci. Et qui finalement m'ont dit plutôt non. En fait, non. Oupsie, on s'est trompé. En fait, on avait besoin de travailler pendant les fêtes de fin d'année, on l'a pas fait, donc on préfère vous dire non, c'est plus simple pour nous. Donc, je l'ai vraiment ressenti comme ça en tout cas, parce que j'avais besoin d'une réponse de la part de la banque pour une date butoir pour rentrer dans le local pour lequel j'avais signé le compromis, etc. Et en fait, la banque ne me donnait pas de réponse, donc le matin même, je les ai harcelés, ce que je faisais déjà depuis un certain temps, mais là j'y suis allée avec un peu plus de virulence, et en fait ils se sont retrouvés un peu acculés, ils m'ont dit non. Le propriétaire du local s'est rétracté, il a dit puisque vous n'avez pas eu la réponse, moi je veux plus faire le deal, et bref, c'est un des nombreux obstacles qu'on a eu. Et donc à ce moment-là... C'était quoi comme genre d'activité ? Et je sais plus exactement dans quel ordre c'était, mais on a mené de front un peu deux projets. Donc il y en a un où c'était un parcours du combattant un peu comme la Spartan Race, tu vois. Donc, oui, stylé. Tu cours dans la boue, tu grimpes, tu rampes, etc. Camille aussi. Mais en fait, nous, on voulait faire ça un peu comme un acrobranche, donc ouvert toute l'année. Contrairement à la Spartan, où ça va être un week-end à Lyon, un week-end à Brest, etc. Oui, c'est des événements spécifiques sur des dates. Et nous, c'était l'idée d'acheter un terrain, de créer le truc et tout. Donc pareil, j'avais signé un compromis pour acheter un terrain. Dans l'Ain, il y avait 5 hectares, 2 petits lacs, de quoi faire des cabanes dans les bois. Enfin, c'était cool, tu vois. Et... en tant que bonne urbaniste, j'étais allée discuter avec le maire qui était trop content que des jeunes s'installent dans le village et qu'ils redynamisent le truc et tout. Et au final... ça aurait fait venir des gens du coup dans sa ville quoi. Ouais, parce qu'en plus c'était vachement bien situé, c'était en plein centre entre 3 grosses villes. Donc c'était équidistant et c'était pas mal. Et puis finalement pareil pour des questions d'urbanisme et d'aménagement, etc. ça a pas pu se faire, donc compromis de vente annulé. En fait on nous demandait de casser la chaussée sur 1,5 km. C'était 1 million d'euros de travaux. Bon. Easy. Ouais franchement je vois pas où est le problème. Je vois pas... T'y mets pas du tien je trouve. J'exagère. Mais tu vois c'était vraiment le genre de truc qui te rend dingue parce que pour le coup là c'est parce qu'on nous demandait, vu qu'on allait recevoir du public, d'avoir un accès à l'eau potable. On nous demandait d'avoir un accès à l'eau potable, sauf que c'était typiquement que pour les douches de gens qui allaient se rouler dans la boue.
Ouais. Y a pas besoin d'un truc chirurgical, voilà. En fait, c'est le problème dès que t'accueilles du public, c'est qu'il faut des normes à tout. Et t'as aussi maintenant les normes pour les personnes handicapées. Ouais. Donc tu dois avoir des rampes, tu dois avoir un accès, et ça c'est des travaux monstrueux aussi si tu l'as pas prévu en amont, quoi. Ouais, c'est ça, mais en fait, il y a plein de solutions techniques pour te permettre d'avoir de l'eau qualité potable sans te raccorder au réseau d'eau public. Et là, eux, ils voulaient pas comprendre qu'il y avait d'autres solutions. Non, vous ferez 1 million d'euros de travaux ou vous ne viendrez pas. Bon, bah nous ne viendrons pas. Oui. Enfin voilà, c'est des aberrations un peu comme ça. Et l'autre projet, c'était un bar à Buddha Bowl. Donc des salades un peu Instagram, on va dire. Donc c'était un peu en mode Subway où tu choisissais ta base, tu choisissais tes toppings, etc. Et là, pour le coup, on s'associait avec un ami qui a un salon de thé à Lyon depuis des années. Et l'idée, c'était de faire un peu un projet complémentaire au sien, qui est très connu sur le sucré. Et nous, on voulait faire plutôt une offre pour le midi, pour le salé, etc. Donc pareil, c'était hyper bien avancé. On avait les plans d'archi, on avait tout ce qu'il faut. Et c'était des galères en permanence. Donc, La France. Ouais. Non, mais le propriétaire du local dans lequel tu as commencé à investir pas mal de temps, tu vois... pour voir un peu comment tu vas faire les travaux et tout, qui finalement dit « En fait, j'aime beaucoup votre projet, du coup, je vais le récupérer pour moi, puis je vais le donner à mon cousin, puis c'est lui qui va prendre le local. Wow. » Voilà, donc on a eu ça avec un premier local. Oui, là, c'est même pas une porte close, on t'a volé ton projet, quoi. Ouais, et ils ont ouvert et tout. Hein. Ah ouais. Bah, n'y allez pas, du coup. Non, ouais. Je vous mettrai l'adresse dans la bio. Et on a trouvé, du coup, un deuxième local, en sachant que trouver un local qui fait de la restauration en plein centre de Lyon, à un prix qui n'équivaut pas à un loyer dans le 16e, pour un 200 mètres carrés, c'est compliqué parce que tu dois payer le pas de porte et tout, donc c'est tout de suite plusieurs dizaines de milliers d'euros juste pour avoir le droit de rentrer dans les lieux, tu vois. Et on a trouvé un deuxième local, pareil, on commence à vachement se projeter, on fait pas mal de trucs, parce que c'est des temps qui sont longs à chaque fois, c'est pas comme quand tu loues un appart, il y a vraiment beaucoup d'administratifs. Et c'est là que le propriétaire finalement s'est rétracté, il a dit non mais finalement ma fille veut continuer d'opérer le resto qu'on avait déjà, donc je veux plus louer, quoi. Ouais, en fait à chaque fois c'est des ascenseurs émotionnels, oui bah en fait non. Et c'est des trucs desquels... Qui te fatiguent du coup mentalement, quoi. Ouais, ça fatigue de ouf, et puis moi j'ai pas d'action possible en fait, tu vois, je peux pas dire au gars bah non en fait tu dois préférer moi que ta fille. Oui, tu peux rien y faire en fait, c'est ça, c'est... Ouais. Tu mets ton destin dans les mains de quelqu'un d'autre en fait. C'est ça. T'as pas le choix s'il veut pas t'entendre ou s'il te dit non pour des raisons c'est ça. absurdes, quoi. C'est ça, donc ça c'est un peu compliqué. Et du coup, quand j'ai eu donc ce dernier non, moi j'étais en Indonésie en train de faire de la plongée avec mon père. Ok. Et je me suis dit, je crois que j'ai envie de ça en fait. Je crois que j'ai envie de quitter un peu la France et sa grisaille environnante, tant dans le ciel que dans la tête des gens. Et de partir au soleil et d'être un peu plus chill et de voir. Donc, découvrir le monde. Ouais, c'est ça. Parce que mine de rien, j'avais déjà pas mal voyagé, mais c'est pas la même chose, c'est de partir avec un sac à dos pendant un mois et de se dire je vais refaire ma vie ailleurs en partant de rien et en connaissant rien de l'endroit où je vais aller, quoi. Ouais, parce que du coup, donc là, c'est là que tu décides d'aller au Mexique avec ton copain de l'époque, du coup, c'est ça ? Mais t'avais jamais été au Mexique ? Non, j'étais jamais allée au Mexique, et en fait, pourquoi le Mexique ? Parce que lui, il avait un ami d'enfance qui vivait là-bas et qui avait vraiment l'air de vivre sa meilleure vie, quoi. Ouais. Bah, un peu comme moi quand je regarde tes stories, quoi. Donc je peux comprendre. Et encore, moi, je suis plutôt tranquille, mais lui, c'était le matin, il partait faire de la pêche, après il allait dans des haciendas incroyables, enfin, il s'est marié avec une Mexicaine qui lui a donné accès à plein de trucs que quand tu connais personne, tu mets des années, tu vois, je comprends. À accéder à ces endroits-là. Et on s'est dit, ok, pourquoi pas ? Ça répondait pas mal aux critères qu'on avait pour notre nouveau lieu de vie, à savoir un pays dans lequel on peut apprendre la langue pas trop difficilement, puisque genre le tagalog c'est sympa, mais un peu plus compliqué. Quoi ? Le tagalog, c'est la langue des Philippines. D'accord, ok. Voilà. Ouais, que moi j'ai 3 de QI, donc j'ai pensé à catalogue, quoi. Ça marche aussi, mais c'est moins compréhensible sur place. Et donc... après... donc l'espagnol, plutôt facile à apprendre. Ouais, l'espagnol, il faisait chaud. À l'époque, ça a changé quand même maintenant, mais à l'époque, il y avait un bon pouvoir d'achat, tu vois. T'arrivais avec des euros, tu pouvais faire quand même pas mal de trucs. Et puis, c'est un peu un pays des possibles, tu vois. T'arrives, t'as des idées, tu peux les mettre en place assez facilement. Enfin, tout est relatif, il y a mais... moins de freins qu'en France, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, on s'est dit, bah pourquoi pas.
On est parti visiter pendant 3 semaines, je crois. Donc ça devait être en 2018, je pense. On a eu que des emmerdes pendant ce voyage. Et c'était pas un voyage touristique, on n'a pas visité les lieux classiques. Plus en repérage. Ouais, c'était vraiment voir, tu vois, les villages ou les villes dans lesquelles on pouvait potentiellement se projeter pour créer une activité. Parce qu'on était toujours dans cet esprit de monter un business. Ouais. On savait pas encore vraiment quoi. Mais pour créer une activité... une sorte de brainstorming pour savoir où est-ce qu'on s'installerait, qu'est-ce qu'on ferait comme activité, tout ça quoi. Ouais, bah en fait on a eu le projet aussi de retransposer cette histoire de Spartan Race, parcours du combattant au Mexique, parce que notre pote lui il avait un terrain qui pouvait nous prêter / louer. Donc on a commencé aussi à s'investir un peu sur ce projet là et tout. Bon, voilà, quand on est arrivé sur place, on s'est rendu compte que finalement, quand on est arrivé sur place pour vivre, donc en 2019, que finalement ça n'irait pas. Donc on a abandonné ce projet-là, mais là j'ai mis un accélérateur dans mon histoire. Peut-être tu veux faire un petit flashback. Un petit peu. Est-ce que au moment où t'as fait tes valises pour le Mexique, tu savais que t'allais y rester 5 ans du coup, je crois ? Ouais, 5 ans. Ou t'y allais vraiment en mode advienne que pourra quoi. Je fuyais rien en France, dans le sens où, tu vois, j'ai pas eu de conflit particulier. Ouais. C'était juste, vas-y, on va tester autre chose et ça sera peut-être plus vert ailleurs. Ouais. Donc l'idée, c'était effectivement de s'installer, de créer quelque chose et d'y rester un certain temps. Après, si ça ne nous avait pas plu, si pour X ou Y raison, on s'était pas senti bien là-bas, rien ne nous empêchait soit de reprendre nos valises pour aller ailleurs, soit de rentrer en France. Donc on avait tout vendu, c'est-à-dire que j'ai vendu mon lot de vernis à ongles à moitié entamé, des mugs dépareillés, vraiment il restait tu plus vends rien. Pas mon mug l'anecdote du dimanche. Ah bah non. Tu vas m'entendre. Jamais. Si je le vois sur le bon coin, attention. Je prends un jet privé et je viens de botter les fesses. En plus ça a des contacts, donc... pas pour le jet, seulement pour le catering à bord. Ah pardon. Et donc du coup t'arrives au Mexique, dans un petit village de pêcheurs. Au début on est arrivé dans la ville de Mérida, donc c'est une ville de 1 million d'habitants. Pour le Mexique c'est petit, pour nous français c'est grand. Mais c'est à peu près à 30 km de ce petit village. D'accord. Mais au début, les premières années on était en ville. Ok. Et donc du coup votre première activité là-bas c'est quoi ? Alors au tout début on a commencé à voir si c'était possible de créer ce parcours du combattant. Ouais. Donc on s'est renseigné, tu vois, sur place avec les lois locales pour par exemple les panneaux solaires, l'électricité, voir comment on peut sécuriser le terrain, qui est-ce qui va venir le défricher, puisque c'était la jungle en fait. Ouais. Littéralement. Oui. Tous ces trucs-là, tu vois, donc tu passes ton temps à aller sur le terrain, à faire des devis, les gens n'ont pas de machine, donc en fait ils te disent ok je vais faire venir 15 paysans, chacun avec leur machette et on va défricher quoi. Tu disais je fais une petite parenthèse, mais tu disais dans un autre podcast que au Mexique, quand t'as rendez-vous avec quelqu'un par exemple le lundi à 9h, à tout moment le gars se pointe vendredi à 14h, et s'il a pas envie de se pointer, il se pointe pas non plus. Et du coup, tu disais que c'était assez compliqué sur l'aspect pro, ou même quand t'as des travaux à faire, ce genre de choses, parce que les gens sont pas très fiables, quoi. Ouais, mais dans le pro, mais même dans le perso, hein, c'est-à-dire que t'invites quelqu'un à manger, et il va arriver avec 2h30 de retard, et il va te dire maintenant je suis là, quoi, y a pas de problème. Pour le dessert, quoi. Ouais. Wow. Typiquement, tu vois, j'ai fait un repas de Noël à la maison, où j'avais dit, moi je m'occupe de toute la bouffe, vous venez avec les boissons, en sachant que la plupart de mes potes étaient restaurateurs ou avaient des contacts, donc ils avaient les moyens d'amener des bouteilles, enfin tu vois, ils avaient les contacts pour amener des bouteilles. Et donc il y en a un qui a dit ok, je m'occupe du vin et puis on s'organisera après quoi. Je donne rendez-vous à 18h et le gars avec le vin est arrivé à 20h30. Donc t'es repas de Noël, tu calcules un peu, tu vois, le temps, t'as l'apéro, machin, nanana. Et en fait, du coup, moi, vu que j'avais prévu la bouffe pour tout le monde, c'était déjà suffisant comme investissement. Donc, j'avais pas de boisson à la maison, quoi. Mais ça doit être infernal. Donc, t'attends. Alors, les copains, ils savent tous, tu vois. Parce qu'imaginons, tu fais un barbecue et la personne chargée de la viande, elle se pointe à 23h, y a personne qui mange, quoi. Alors, pour le barbecue, c'est souvent le week-end et on va t'inviter à 15h. Ok. 15h, donc les gens arrivent à 16h30, 17h. On commence le barbecue à 18h et ça c'est le repas du midi.
Waouh. Donc il faut le savoir. Au début, quand on est arrivé, on a été invité à un barbecue où on connaissait que les 2 personnes qui nous invitaient. Et c'était un barbecue à la plage. Donc pareil, tu vois, on nous avait donné rendez-vous vers 15h, un truc comme ça. Et en fait, on arrive, et il n'y avait personne à la maison. Donc on envoie un message, coucou, en sachant qu'on avait prévu une demi-heure de retard, oui. entre guillemets, parce qu'on connaissait personne d'autre que les gens qui nous invitaient, tu vois. Pour éviter le côté gênant quand tu viens Ouais, d'arriver et voilà. un peu en mode... C'est ça. Et en fait, ils étaient pas là. Ils étaient en train de faire les courses, Wow, et c'est normal. C'est normal. Donc faut juste s'habituer, quoi. Ouais, c'est ça en fait, c'est une question d'habitude et te caler à leur rythme en fait. Ouais. Mais au début, ça doit être bizarre. La gestion du temps, c'est toujours quelque chose qui me crée des conflits un peu. Ouais, je comprends. Internes. Bah si tu viens à un barbecue à 15h et que tu manges à 21h... Bah après, au Mexique... en mode, excusez-moi, on mange quand Au Mexique, de base, on mange tard. Enfin, en fait, eux, ils mangent toute la journée, plus ou moins. C'est un marathon, quoi. Ouais, mais ils mangent toute la journée. Ok. Mais du coup, le repas du midi, il se fait en général plus vers 15-16 heures. Espagnol, quoi. Ouais, c'est ça. Et le soir, ils vont manger super tard. 22, 23, minuit. Ouais, mais par exemple, tu vois, tu vas en Espagne ou même en Méditerranée de manière générale, bah ils sont décalés, mais tu vois, ils mangent à 21h, mais ils mangent à 21h. Ils vont pas manger à 3h du matin. Que vous, au Mexique, il n'y a pas de... On mange quand on veut, quoi. Ouais, c'est ça. Donc du coup, t'as ouvert plusieurs entreprises au Mexique, après avoir du coup... Pas ouvert celle-là. T'as ouvert une clinique de nutrition. Ouais. Et une marque de déco, donc une boutique en ligne. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Déjà, c'est quoi une clinique de nutrition? C'est une clinique où on va quand on veut perdre du poids. Ok. Donc après cet abandon de projet de parcours du combattant, j'ai rencontré... je me suis faite une très bonne amie là-bas, parce que je pensais être une très bonne amie. Et elle, donc son mari, avait plusieurs cliniques de nutrition à Mexico, donc la capitale qui est à l'autre bout du pays par rapport à là où moi j'étais, et qui souhaitait ouvrir en fait une succursale dans ma ville. Donc il m'a montré les chiffres, il cherchait un investisseur, et je me suis dit ok, ça peut être intéressant, il y a vraiment un potentiel business, etc. Donc on y va. Et donc du coup lui avait déjà développé une marque, des process, etc. puisque c'était pas une franchise, mais ça fonctionnait un peu de la même manière. C'est-à-dire que c'était la même marque, ça faisait partie plus ou moins d'un réseau, on vendait les mêmes produits, les mêmes packages, on avait plus ou moins la même déco, etc. On avait du community management et des choses comme ça qui étaient partagées entre les différentes... Et donc l'idée, c'était que lui apportait tout ça, et moi, je m'occupais de l'investissement en fait, par rapport au local, aux machines, etc. etc. Donc on a ouvert ça du coup fin 2019. Ça a tout de suite assez bien pris. Donc on était positionné quand même assez haut de gamme, voire même très haut de gamme par rapport au Mexique. Donc c'était dans un quartier chic, et on ciblait plutôt en fait les Desperate Housewives qui vivent dans leur quartier privé et qui ont pas d'autres activités que se faire les ongles, les cheveux et perdre du poids, en gros. Mais on est d'accord, je veux offenser personne, mais on est d'accord qu'au Mexique, c'est un des pays où il y a le plus d'obésité, non? J'avais vu un truc comme ça. Ouais, c'est, je crois, le pays avec le plus d'obésité infantile. Ouais. Et en tout cas, oui, il y a énormément de problèmes d'obésité, de malnutrition, alors pas sous-nutrition, mais vraiment malbouffe. Ouais. Et ça commence un petit peu plus maintenant, mais les gens sont pas du tout éduqués à ce qu'est le bien manger en fait. C'est-à-dire que ils boivent du coca le matin au petit-déj, ils donnent des chips à leurs enfants à midi, tous les midis, parce que c'est un snack qui est facile et tu vois, les enfants sont sympas. Pas pensé, parce qu'on se dit, le Mexique, c'est quand même beaucoup de guacamole, de poulet, de légumes, de fruits, donc on se dit, c'est un peu sain quand même. Très très peu de légumes en vrai. Après, ça dépend parce que la gastronomie, elle est très différente en fonction des différents états. Ouais.
C'est très grand le Mexique. Globalement, non, très très peu de légumes dans la cuisine quotidienne. Et je me souviens regarder des vidéos courtes, tu vois, de nutritionnistes qui disaient je vais débunker 5 aliments que tu penses sains et en fait pas du tout. Et ces aliments-là, moi je regardais, je me disais mais à quel moment on peut penser que c'est sain ? C'était genre du fromage fondu pour les nachos, des chips, des trucs comme ça. Et en fait tu te dis attention, les Doritos ne sont pas un légume. Oui, non mais voilà, on en est là. Ah waouh, c'est vrai. Ouais. C'est comme tu dis, il n'y a aucune connaissance en nutrition. Quoi. Non, c'est ça. Alors, depuis le Covid, il y a des pastilles un peu sur les trucs avec genre excès de sucre, excès de sel, excès de machin. Un peu comme nous, le Nutri-Score. Ouais, voilà. Okay. Mais ça a quelques années et il n'y a pas du tout d'éducation. Et alors, pour ma région en tout cas, les gens vont préférer vraiment se remplir le bide plutôt que aller sur quelque chose qui va avoir un goût un peu délicat, on va dire, ou quelque chose comme ça, tu vois. C'est plus c'est gros et gras, mieux c'est, quoi. Ok, je vois. Oui, donc du coup, la clinique de nutrition, ça s'annonçait merveilleux. Un avenir radieux. Ouais, vraiment. Mais non. En fait, ça a donc, commencé... Qu'est-ce qui s'est passé, du coup ? Eh ben, il y a eu le Covid. Okay, donc c'est à ce moment-là. Ouais. Oui, c'est vrai que... Ouais, nous, on a ouvert fin 2019. Et ouais, tout de suite, ça a très bien fonctionné. Donc, on avait 5 employés. Ça marchait bien parce que c'est aussi très... Il y a beaucoup de choses qui se font en fonction du social, tu vois. Donc... qui tu connais, où est-ce que vont ces gens, avec qui tu aimerais être vu, etc. Et nous, vu qu'on avait réussi à toucher un peu les populations plutôt riches et bien en vue de la ville, ça faisait cool de dire qu'on va à la même clinique que, tu vois. Ouais. Alors, j'exagère un peu sur la façon de le raconter, c'est un peu tendance, ouais, c'est un peu the new place to be, tu vois. Ouais. Et du coup, donc, Covid arrive. Au Mexique, c'était pas comme en France, quoi qu'il en coûte. C'était un discours du président qui disait, en fait, à la fin du discours, tout est fermé, vous rentrez chez vous. Interdiction d'acheter de l'alcool pendant 1 an, interdiction d'ouvrir les entreprises pendant une durée indéterminée. Enfin, c'était pas un confinement comme il y a eu en France, mais on avait des drones de la police qui passaient pour faire de la sensibilisation. Pendant plus d'1 an, les personnes âgées, les enfants étaient interdits dans les magasins. Ah ouais, pendant 1 an et demi, je pense, au moins, on a eu le masque même dans la rue. Il y avait beaucoup de règles comme ça et en fait on n'avait aucune visibilité et aucune aide non plus. Donc si tu veux, on te dit tu dois fermer ton entreprise, mais t'as encore tes employés, t'as encore tes charges, t'as encore tout. Oui, et puis t'as pas de deadline ok, là ça va être galère pendant 3 mois, mais après c'est bon. C'est ça. T'es dans le flou total, quoi. C'est ça. Donc, vu que nous, on était clinique et qu'on travaillait avec des docteurs, on a réussi à rester quand même ouvert en partie. On faisait un peu des visio-consultations, des trucs comme ça. On avait aussi des produits qu'on vendait, qu'on pouvait aller livrer à domicile. Ouais, pour faire rentrer un peu de trésorerie, quoi. Mais c'était très compliqué et ça payait pas du tout les charges. Donc moi, j'avais plus aucune rentrée d'argent, sachant que je m'étais complètement saignée pour ouvrir cette clinique qui a été beaucoup plus chère que prévu à la base. Il a commencé à avoir des désaccords avec mon associé, qui a commencé à ta meilleure amie de l'époque son mari. Ah oui, son mari, ouais. Ok. Qui a commencé à me la faire un peu à l'envers, à me voler des machines, à pas vouloir payer les dépenses inhérentes du coup au maintien du truc, enfin plein de choses comme ça. En gros, il sentait que ça sentait le roussi par rapport au Covid et il a voulu un peu se la jouer perso, non ? En fait, lui, il m'a dit je suis solidaire des gains mais pas des pertes, alors que pas du tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il voulait fermer, du coup lui il me pressait très fortement pour fermer, sauf que moi tout mon investissement était dans les murs, donc si je fermais je perdais tout parce que j'avais payé l'équivalent du pas de porte, j'avais payé des travaux, j'avais les machines, on avait du marbre partout, j'avais des télés dans toutes les pièces, j'avais des salles des tables de massage de luxe, tout ça, en fait, il fallait bien que quelqu'un me le reprenne, quoi. Ouais. Donc tu puisses au moins le revendre et pour mais en plein Covid, perte, quoi. Bah ouais, c'est tu ça. vois. Donc en gros, moi, si je fermais, je perdais tout. Donc on continuait un peu à opérer comme ça pendant quelques mois. Et le bail est arrivé à son terme, parce que c'est des baux, c'est pas comme les baux en France, mais c'est des baux d'1 an, qui sont renouvelables automatiquement, mais par contre tu t'engages sur 1 an, c'est-à-dire que si tu re-signes, tu dois 1 an. Ouais. Tu peux pas. Après, c'est moins pire qu'en France, parce qu'en France, le minimum c'est 3 ans, je crois. Oui. Donc, mais en fait, c'est moins pire, mais c'est pas non plus foufou, quoi. Ouais. Surtout c'est dans ça. cette période-là. Ouais. Donc là, il a fallu prendre la décision de
est-ce que je me rengage sur un an en sachant que c'est moi qui paye tout, que j'ai plus une thune, que c'est plusieurs milliers d'euros par mois et qu'on ne sait pas comment ça va repartir et que surtout, vu comment c'est en train de se passer avec mon associé, je suis plus très sûre d'avoir envie de travailler avec lui. Donc au final, j'ai pris la décision d'arrêter. Ça a été compliqué parce que je gagne pas de l'argent en me levant le matin et en souriant au monde, quoi. Donc Ah bon. Ça m'étonne. Donc c'était quand même beaucoup d'argent pour moi, c'était de l'argent que m'avait donné ma famille, que j'avais économisé depuis toujours, que j'ai pété mon PEL, ouais c'est ça. Et du coup de me dire en fait le truc aura duré 1 an dont 6 mois fermé, fermé à moitié et ouais c'est même pas rentable dans le temps quoi. Ah bah non, alors que c'était super bien parti, tu perds 50 000 euros sur une affaire de 5 ans, bon, ça pique, mais tu te dis, au moins, ça a marché 5 ans. Ouais, c'était hyper frustrant parce que dès le mois 1, on avait été rentable, si tu veux. Ouais. On a ouvert, on payait les charges et on se payait nous, dès le premier mois. Donc, c'était vachement bien. Ouais, parce qu'en fait, tu aurais pas eu le Covid... là, moi, millionnaire sur mon yacht, t'inquiète. Royal au bar. Ouais. Et donc, du coup, voilà, j'ai dû tout démonter jusqu'à l'interrupteur, parce qu'en fait, le local, tu dois le rendre, je sais pas comment on dirait ça en français, mais tu dois rendre les murs, quoi, globalement. Mais tu peux démonter le chiotte, le lavabo. Ah oui, ok. Oui, c'est pas comme en France où... Tu enlèves les ampoules, tu démontes la clim industrielle que t'as montée, voilà, du moment qu'il y a les murs, c'est bon. Et comment tu vis cet échec, du coup, comment tu vis le fait de devoir, du coup, licencier ces 5 personnes, sachant qu'on est en plein Covid et que c'est leur seule rentrée d'argent. Et parce que du coup, tu dois vivre ton échec à toi, mais tu dois aussi porter cette responsabilité sur tes petites épaules. Ouais, et en plus, j'ai dû les licencier 2 fois. Ce qui était génial. C'était vraiment des moments que j'adorais. Parce qu'à la base, donc on était 5, enfin il y avait 5 personnes, 5 employés. Au moment où il y a eu le Covid, donc on a dit à tout le monde qu'on devait se séparer d'eux. Ils ont compris parce qu'en fait tout le monde était dans le flou le plus total, donc personne savait, aucune entreprise savait comment ça allait se passer, etc. Donc c'était difficile comme décision, c'était compliqué. Et effectivement, je savais qu'il y en a certains qui allaient galérer, quoi. Tu vois, ils étaient très bien payés pour la région, parce qu'en fait, nous, on avait maintenu les salaires qui se faisaient dans les cliniques de Mexico. Okay. Donc, ils avaient le salaire de la capitale dans un état dans lequel, normalement, c'est les salaires parmi les plus bas du pays. Okay. Donc, ils étaient bien payés, ils avaient des très bonnes conditions de travail, etc. Mais du jour au lendemain, ils n'ont plus rien, quoi. Ouais. Et puis, au Mexique, il n'y a pas de chômage ou de trucs comme ça. Donc, voilà, ils ont eu des petites primes de licenciement, mais ça faisait tellement pas longtemps que c'était vraiment pas grand chose. Donc voilà, et puis quelques semaines après, donc la situation elle s'est un peu organisée par rapport au Covid, et on a trouvé une solution pour pouvoir réopérer partiellement. Donc on a réembauché 2 personnes qui du coup faisaient tourner un peu le truc à distance et au ralenti. Mais c'est des personnes qui du coup avaient été licenciées. Ouais. Tu leur as dit reviens. Ouais, c'est ça. Wow. Je leur ai dit si tu veux tu peux revenir, par contre ça sera pas exactement les mêmes conditions, je vais te payer moins, tu vas faire plus d'heures, il y aura moins de clients aussi, donc il y aura plus de temps de présence entre guillemets, mais tu peux le faire depuis chez toi. Ils avaient des tâches qui avaient un peu changé parce qu'ils devaient aussi, tu vois, gérer l'inventaire des produits, des choses qu'ils faisaient pas jusqu'à présent. Donc voilà, eux ça leur permettait du coup d'avoir quand même un petit quelque chose, et au moment où j'ai pris la décision de complètement arrêter, là il a fallu leur redire de nouveau cette fois-ci c'est ciao. Donc ouais, c'était compliqué. Et comment je l'ai vécu? Alors je l'ai vécu très mal. D'une part financièrement, parce que j'avais l'impression d'avoir gâché cet argent, j'avais l'impression que c'était un échec, d'avoir mal choisi mon associé, de m'être précipitée dans un business qu'en fait je ne connaissais pas. Et aussi il y avait donc mon copain de l'époque qui était dans l'affaire et qui n'a pas été d'une grande aide, pour le dire ainsi. Ok. Moralement tu veux dire, ou... En fait, il avait mis beaucoup moins d'argent que moi, et du moment où il a vu qu'il allait rien récupérer, il n'est plus jamais allé à la clinique. Ok. Donc un bon soutien. On adore.
On l'embrasse pas du coup. Allez, la bise. Et t'avais quel âge? On remet un peu dans le contexte. Parce que je pense moins de 30 ans, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, à 50 ans, ça doit être dur de perdre une telle somme. Mais quand t'as la vingtaine, ça fait beaucoup de responsabilités, du coup, de perdre cette somme, plus de licencier des personnes et tout. Donc, ça devait aussi être dur ouais, mentalement, c'était quoi. pas facile parce que du coup, j'avais ça. J'étais à 8000 km de ma famille. Je rentre chez moi, mon gars n'est d'aucun soutien. En fait, j'étais seule dans un océan de détresse, quoi. Ouais. En gros. Donc du coup, pendant ce temps-là, moi, j'avais commencé à donner des cours de français à distance pour juste payer les factures parce que ça faisait 6 mois que... puis ça faisait 6 mois que moi, je me saignais, que l'argent que je gagnais était pour payer, en fait, le local dans lequel je ne mettais plus les pieds, les employés qui rapportaient pas suffisamment pour pouvoir les payer complètement, mais on avait quand même espoir que ça reprenne, tu vois. Et c'était vraiment des employés en or, donc tu peux pas non plus leur chier à la gueule en permanence. Bah, oui, non, ouais, vous vous êtes battus jusqu'au bout. Ouais, mais j'avais vraiment l'impression d'être seule parce que mon ancien associé, lui, ce qu'il voulait, c'était juste me plumer et il avait rien à perdre en fait, lui, parce qu'il avait pas mis d'argent et il avait pas de crédibilité non plus. Juste il a fermé avec le Covid, il a encore ses 5 succursales à Mexico et tout va bien, quoi. Oui, il y avait aucun impact pour lui, quoi. En fait, j'avais l'impression d'être la seule à porter le truc, donc ça, c'était pas évident. Je faisais ça, je donnais les cours de français en plus pour payer les factures et tout, que mon ex, ça lui plaisait pas trop, donc non, j'ai pas trop envie de m'y mettre. Bon, d'accord. Et il faisait quoi, lui, du coup parce que s'il allait plus à la clinique... À ce moment-là, il avait commencé à dessiner. Ok. Depuis, il est devenu millionnaire grâce à ses dessins. Genre vraiment? Zéro joke, oui. Wow. Mais il dessine si bien que ça? Il s'est mis à dessiner et à vendre des NFT. Ah, ok. Voilà. Mais oui, parce que j'ai l'illustrateur de Prête-moi ta plume, qui est un auditeur assidu. Donc Louis, si tu nous écoutes, tu vas bientôt devenir millionnaire. Ouais, en fait, il a pris le tournant NFT au tout début. Ça a explosé pour lui. Mais il a un vrai style. Genre, il dessine vraiment. Il vend pas oui, je me doute de la merde en pixels, on va dire. Mais ouais, il commençait plus ou moins à faire ça. Au début, il était pas millionnaire. Mais ouais. Ok. Est-ce que tu songes à rentrer en France à ce moment-là? On s'est posé la question. Et en fait, on s'est dit, en France, on va avoir une vie qui sera pas forcément mieux que celle qu'on a actuellement parce qu'on n'a pas forcément de droit au chômage ou quoi que ce soit. On va devoir prendre un job alimentaire et être 8 heures par jour dans un job qui nous plaît pas juste pour pouvoir reprendre une petite bouffée d'air frais. Donc finalement, est-ce que ça vaut pas plus le coup de rester ici, d'essayer de gagner vite fait notre vie et d'être au soleil en fait? Donc on est resté. Ok. Et quelles leçons t'as tirées de ces échecs? Parce que t'as eu aussi la boutique en ligne, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais en parallèle t'avais une boutique en ligne de décoration, c'est ça? Ouais, j'ai ouvert du coup en même temps que la clinique. Une marque de déco, donc c'était des décos murales en bois, où je faisais tout, je créais les designs, je les fabriquais, je faisais toute la logistique, l'exportation, etc. et le marketing, tout quoi. Okay. Et donc ça se vendait pas mal en France, parce que mon site et ma communication sur les réseaux sociaux et tout, c'était plutôt en France, parce que dans ma tête, je pensais que j'allais pouvoir vendre plus cher en France. Alors qu'en fait, au Mexique, il y a des moyens aussi, il y a des gens qui sont prêts à payer plein de trucs. Peut-être qu'en France, du coup, t'avais le côté un peu exotique de tiens, c'est fabriqué, c'est artisanal, ça vient du Mexique. Oui, et puis en fait, c'était plus simple pour moi, je sais pas trop pourquoi, mais dans ma tête, c'était plus simple de les expédier en France. Ok. Donc j'avais pas mal de particuliers, mais j'avais aussi des boutiques en France ou bien des architectes qui me faisaient des commandes. Et j'ai aussi eu des boutiques au Mexique, donc j'étais dans plusieurs boutiques, notamment certaines qui sont un peu sur l'équivalent des Champs-Élysées locaux, donc ça c'était plutôt cool, ça se vendait pas mal là-bas. Tu m'as dit Champs-Élysées locaux et j'ai pensé locaux, genre locaux. Aussi. Mais non, locaux AUX du coup. Ouais. Donc voilà, donc ça marchait pas mal. J'ai eu un blocage dans ma tête où
quand je voyais les opportunités de développement, à savoir à contacter vachement plus de boutiques au Mexique, etc., j'ai commencé à prendre peur et je ne l'ai pas fait. Je sais pas pourquoi. Peut-être un trauma de... Ouais, en fait... l'histoire avec la clinique, non ? J'avais l'impression que je ne saurais pas gérer le succès. Okay, excuse-nous, Marie Carré. Non, mais c'était très bizarre parce qu'en fait, avec le Covid, les tarifs d'expédition vers la France étaient devenus complètement prohibitifs. C'était hors de prix. Ouais. Donc, je vendais plus vers la France. Je passais beaucoup de temps à donner des cours parce que j'avais besoin de manger. Et j'avais encore quelques commandes, mais c'était vraiment... je produisais vraiment à la commande. Ouais. Et je sais pas trop... mais vraiment, j'avais l'impression que j'étais pas prête à faire ce step, tu vois. Parce que comme je faisais tout à la main et que je suis ultra perfectionniste, ça me prenait quand même du temps. J'avais quand même un peu de ratés parfois où j'envoyais pas les pièces parce que j'étais pas satisfaite de ce que je faisais. Donc je perdais aussi de l'argent par rapport aux matières premières, autant que j'avais passé, etc. Et je me disais, en fait, si ça grandit, je saurais pas l'absorber. Ouais, tu pourras plus gérer toute seule, quoi. Ouais, j'avais été contactée par une plateforme en France, comment ça s'appelle ? Merde, je sais plus. C'est une plateforme où en gros ils mettent en avant quelques marques pour quelques semaines et ça fait des boosts de visibilité de ouf. Mais c'est vraiment beaucoup, tu vois. Et eux, ils m'avaient contacté pour me mettre genre en avant-première, enfin pas en avant-première, mais en avant tout court, pour la période de Noël. Ok, ah oui, donc c'était beaucoup. Il m'avait dit, il faut s'attendre à 500 à 1000 commandes. Je peux pas absorber 500 à 1000 commandes. C'est-à-dire que ça me prend une journée de prod. Donc... C'était compliqué. Et du coup, tu vois, je commençais à avoir des opportunités comme donc, ça. Excuse-moi, je me suis moquée un peu tôt. Effectivement, tu ne pouvais pas absorber ce succès. Et même les boutiques qui me demandaient des trucs au Mexique, c'était des 30, 40, 50 pièces. Donc, si je le faisais en batch, je pouvais l'absorber, tu vois. Mais ça commençait à devenir un peu trop gros pour moi. Et il aurait fallu que je revoie tous mes process, parce que là, c'était vraiment artisanal, quoi. Et j'ai pas passé le pas, quoi. Okay. Donc voilà, j'ai fait mourir un peu ce truc petit à petit, mais par contre à tout moment je peux reprendre parce que je peux le refaire à peu près de n'importe où. J'ai tous mes modèles qui sont prêts. Donc, ouais, donc c'est peut-être que tu reviendrais un jour. Peut-être. Affaire à suivre. Ouais. C'est quoi le site, il est toujours en ligne ? Le site est plus en ligne. L'Insta est toujours en ligne, mais il n'y a plus rien dessus depuis très longtemps. Ça s'appelle Nelika Déco. Ok. N-E-L-I-K. Et du coup, c'est en développant ce site-là que tu as découvert le SEO. Et donc, suite à ces 2 échecs professionnels, tu commences à te former en 2022 à la rédaction web et au SEO. Et suite à ça, tu te lances en freelance, toujours au Mexique. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton quotidien en tant que freelance au Mexique ? À quoi ressemblent tes journées, par exemple ? Ouais. En fait, moi, j'avais commencé donc à m'intéresser au marketing en ligne, etc. Justement pour la clinique et pour Nelika. Et quand il y a eu ces coups d'arrêt, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant ? Et effectivement, je me suis formée fort. C'est-à-dire que j'ai bouffé de la formation, j'ai bouffé du site internet, je me suis mise vraiment à fond là-dessus, donc j'avais mes cours aussi. Donc en gros, je donnais des cours de 8h à 16h, et de 16h à minuit, j'étais sur le SEO, où je continuais un petit peu à faire des décos, mais surtout sur le SEO. Donc j'avais un hamac dans mon jardin, et je me mettais dans mon hamac avec mon ordinateur, et je bossais. Jusqu'à minuit, 1h, 2h, jusqu'à ce que les moustiques m'aient complètement bouffé, en fait. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ou jusqu'à ce que j'ai plus de batterie sur mon ordi, donc j'avais tiré une grande rallonge de 40 mètres. Okay. Je m'étais organisé mon petit setup dans mon hamac, quoi. Et pour que vraiment rien ne puisse t'arrêter, quoi. Alors, ni la nuit, ni la batterie. Ouais. J'ai une facilité aussi à rentrer facilement, genre en état de flow, vraiment deep work. Donc, quand j'étais là-dessus, vraiment, la terre entière pouvait s'écrouler. Moi, je serais restée dans mon hamac, je me serais rendu compte de rien. Okay, ouais. Et justement, à l'époque, mon copain me disait, mais en fait, bois, mange, va aux toilettes, fais un câlin au chien, fais quelque chose. Ouais, t'étais vraiment à fond dans le truc, quoi. Je me rendais pas compte, en fait, du temps qui passait et tout. Et c'est vrai que pendant cette période-là, j'ai complètement oublié de manger pendant très longtemps le soir. Et c'était 1h du matin et j'étais ah ouais, j'ai pris un petit déj ce matin, je crois. Mais pas sûr. Ouais, c'est fou, ça.
Ouais, donc des fois j'ai un peu ce travers d'être un peu trop intense. Mais ouais, après ça, donc quand je me suis sentie suffisamment armée pour commencer à vendre un peu mes prestations, en même temps de mes formations, j'ai commencé à arriver sur LinkedIn parce que j'avais pas du tout, mais alors pas du tout envie de prospecter, genre ma phobie. Et donc je me suis dit, il va falloir que je me rende visible et que je trouve un truc pour me différencier par rapport aux tonnes de rédacteurs et de plus tard consultants freelance en SEO qui existent quoi. Donc Très bonne stratégie. Je regrette tellement T'as pas. combien d'abonnés maintenant sur LinkedIn ? 15 000 je pense à peu près. Ce qui pour Instagram ou TikTok est très 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 peu. Pour LinkedIn, bon, ça commence à être pas dégueu. Mais ouais, c'était au départ, j'avais pas du tout prévu que la création de contenu me prenne autant de temps. Mais par contre, j'avais vraiment prévu de passer du temps à développer ce réseau-là, etc. Ouais. Parce que moi, je me souviens très bien, j'avais 268 abonnés à l'époque, qui étaient mes connexions du lycée, ouais. Mes anciens un peu profs. Comme nous tous, quand on commence à communiquer sur LinkedIn. Ouais, c'est ça. Des anciens collègues. Des gens qui n'ont absolument rien à branler de ce que je vais leur raconter. Mais ouais. Donc à ce moment-là, je passais à peu près 3 heures par jour sur LinkedIn à développer mon réseau, à discuter avec des gens, à faire des cafés virtuels avec des inconnus, etc. Et rapidement, en fait, ça a pris pas mal de place dans ma journée, quoi. Donc j'ai tout de suite trouvé des clients, très très rapidement, ça a jamais été un problème du coup. Mais par contre, ouais, j'ai passé beaucoup de temps à développer mon LinkedIn au départ. Bah du coup, c'est une très bonne stratégie parce que bon, toi t'as de l'humilité, mais moi j'en ai pas. Nelly, pour ceux qui sont pas du tout sur LinkedIn, c'est la référence française, enfin francophone en SEO. Vas-y, n'exagère pas non mais plus. Si, M-sauce là. Mais non, pas du tout. Quand tu m'as ajouté ton réseau, j'étais là genre oh mon dieu. Mais pas du tout. Non, je rigole même pas. Je pense que j'ai encore des messages en mode oh putain, il y a la goutte du SEO qui vient m'ajouter sur LinkedIn. Je te jure, je regarde après, mais c'est sûr. Ah bon ? Ouais. Je savais pas que je faisais cet effet-là. Je suis un peu en mode groupie aujourd'hui, genre. Du coup, qu'est-ce que parce que à mon petit niveau, je communique aussi pas mal sur la rédaction web et un peu les coulisses de mon activité de freelance. Et il y a des gens qui me disent mais pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que ça t'apporte ? Donc du coup je te retourne la question, qu'est-ce que du coup la création de contenu ça t'a apporté dans ta carrière en SEO, on va dire ? Tout. Vraiment. Tu veux que je développe ? Bah moi je le sais, mais c'est plus pour nos auditeurs. Ouais, non, vraiment tout. C'est je pense le meilleur choix que j'ai fait de passer du temps à développer ce LinkedIn. Parce que donc, ça m'a apporté mes premiers clients. J'ai jamais prospecté 1 minute de ma vie. Donc ça m'a permis de développer mon activité sereinement, de faire la bascule entre les cours et le SEO du coup. Sans être stressée de comment j'allais manger, etc. Rapidement, j'ai été contactée par des sponsors. Tu vois, j'ai SEMrush, donc... pour ceux à qui ça parle pas, c'est vraiment un logiciel référence pour tout ce qui est marketing en ligne, etc. Qui m'ont demandé d'être ambassadrice chez eux. Donc j'ai commencé à créer des vidéos, à faire des posts avec eux, etc. Pour moi, c'était ouf parce que je sortais Enfin, j'étais rien, j'étais personne. Et qu'un logiciel aussi reconnu dans le milieu me demande d'être leur figure. J'étais en mode waouh, ok. Enfin, je me souviens très bien, j'ai appelé ma mère et j'étais en mode non mais imagine, c'est comme si t'étais bricoleur et qu'il y a Casto qui te demande de faire des vidéos pour eux. Bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça ce que je disais, mais pour toi. Et du coup, ouais, rapidement, j'ai eu des opportunités comme ça. Ensuite, on a commencé à m'inviter beaucoup dans des podcasts, dans des conférences, alors des visioconférences, et puis après des conférences en ligne. Enfin, pas non, ça c'est la même chose. Des conférences en physique. Enfin, j'ai plein de projets qui se sont concrétisés. C'est 100% grâce à LinkedIn, tu vois. Et j'ai rencontré des gens qui font partie maintenant de mon cercle très proche sur LinkedIn. Donc c'est ouf. J'ai écrit un livre en auto-édition, mais que j'ai vendu
au départ, les premiers mois uniquement via le réseau que je m'étais constitué sur LinkedIn. Enfin, vraiment, tout mon business. Alors maintenant, j'ai développé d'autres plateformes, mais le business, la base du truc, c'est vraiment LinkedIn. Quoi. Et comment tu... Voilà, il y a des chevilles qui vont exploser, mais... Comment tu vis cette notoriété ? Mais je suis pas célèbre, arrête un peu. Mais dans le microcosme LinkedIn, est-ce que du coup, quand tu postes, est-ce que tu dis, t'as un peu de pression de dire, ouais, il y a 15 000 personnes qui peuvent voir mon post ? Non, pas du tout. Tu vois, est-ce que tu mets un peu de pression ou est-ce que ça a rien changé et comme c'est que du virtuel, ça... Non, alors j'ai pas du tout cette pression parce que déjà si mon post est nul, personne le verra, donc c'est pas grave. Et puis en fait je fais les trucs avec le cœur, je parle de ce que moi j'ai appris, de comment je mets en place mon métier ou bien de ce qui m'arrive, tu vois. Je vais probablement faire un post pour parler du podcast, des choses comme ça, tu vois. Donc si les gens sont intéressés... On aime pas les filles. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'on s'est connectés. Ouais. Je crois que tu m'as écrit par rapport à mon post. Ouais. En fait, c'est Thomas Meyer. Je m'entendais pas avec les filles. Ouais, c'est Thomas Et Meyer qui m'a envoyé ton post. Mes copines. Il m'a envoyé ton post en mode tiens, regarde, il y a ta nouvelle BFF. J'ai dit hey, j'arrive. Si, il savait. Il sait. Je lui ai dit ce matin. Voilà. On t'embrasse, Thomas, si tu nous écoutes. Ouais. Donc, du coup, pas de pression. Mais non. par exemple, là, t'as fait le Grand Rex récemment. Ouais. Est-ce que quand on te contacte pour te dire écoute Nelly, tu vas faire une conférence au Grand Rex, est-ce que tu commences un peu à trembler ou non, t'es toujours aussi chill ? Et est-ce que t'as un peu le syndrome de l'imposteur aussi, de te dire mais qu'est-ce que je vais foutre au Grand Rex quoi ? Oui, alors ce syndrome de l'imposteur, il a été pour le coup hyper fort parce que le Grand Rex, en fait, c'était pour donner une conférence métier hyper ciblée à mes pairs, c'est-à-dire à des gens qui sont en place depuis 20 ans et qui attendent que moi, la petite nana qui est arrivée il y a pas longtemps, leur apprenne des choses sur leur métier. Alors que c'est des gens qui font ça avec une passion et une dévotion incroyable depuis les débuts de Google, quoi. Donc la pression, elle était vraiment là, en mode... oui, bien sûr, enfin je m'en souviens très très bien, avoir été rajoutée dans un groupe qui s'appelle genre les Girls du SEO ou un truc comme ça. Donc il y avait Camille Dufossé et moi, avec qui j'ai fait la conférence et on fait beaucoup de choses ensemble. Et tu sais, il se passe rien, juste le groupe a été créé. Et tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce groupe ? Ah oui, t'étais pas au courant avant ? Ben non. Et après, en fait, on reçoit un audio. Coucou les filles, donc il y a le SEO Summit qui va avoir lieu en décembre. Je viens d'avoir la confirmation que le lieu que je voulais est validé. Donc, est-ce que ça vous dit de faire une conférence toutes les deux au Grand Rex début décembre ? Ouf. Parce que c'est vrai que j'ai donné quand même pas mal de conférences en ligne, mais ça n'a rien à voir parce que tu vois pas les gens, tu vois. Et en général, c'est des gens qui sont plus positionnés débutants et qui viennent avoir un peu plus une introduction au SEO ou alors sur des sujets qui sont un peu moins techniques. En fait, je me sentais beaucoup moins attendue au tournant sur toutes les autres confs que j'avais données jusqu'à présent. Alors que là, j'avais un vrai enjeu de prouver que j'avais ma place ici et que j'étais pas une impostrice qui avait fait son trou juste en mettant des selfies sur LinkedIn, tu vois. Parce qu'en plus, le SEO, c'est un milieu qui est assez macho, assez... Enfin, je suis d'accord avec toi, mais c'est du peu que j'en vois, c'est aussi, même entre mecs, ils se tirent un peu la bourre. Oui, mais après, oui, aussi... et puis il y a un peu cette guéguerre entre l'ancienne génération et la nouvelle. Enfin, vraiment, il y avait un gros enjeu. En fait, chacun a ses méthodes et chacun pense que sa méthode est meilleure que celle de son voisin, quoi. Ouais, exactement. Donc là, pour le coup, je m'étais mise la pression, pas sur le fait de parler en public ou quelque chose comme ça, ou d'être au Grand Rex. Ça, c'était vraiment pas si impressionnant que ça pour moi. Enfin, ça peut paraître très péteux de dire ça, mais j'ai pas trop le stress de parler en public ou de faire des face cam ou des trucs comme ça. Par contre, c'était plus, est-ce que je vais réussir à faire passer mon message correctement ? Et est-ce que ça va être bien reçu ? Est-ce que je vais pas passer pour un clown ? C'était plus ça. Okay. Et ça s'est très bien passé. Bravo. Et pourquoi t'as atterri avec Alexia Laroche-Joubert
dans un dîner, tu m'as envoyé ce message-là, je me suis dit, mais what the fuck. Alors, j'ai pas croisé notre amie Alexia, mais elle était là, mais c'était grand. En fait, je sais pas trop exactement, j'ai été invitée à la Paris Creator Week. Donc ça, c'était la semaine qui a suivi le Grand Rex. La Paris Creator Week, c'est un événement qui a eu lieu sur 2 jours à Station F et qui rassemblait les acteurs de la Creator Economy, donc tout ce qui est influenceurs, youtubeurs, podcasteurs, etc. Les marques qui gravitent autour de ça et les studios de prod, les médias, etc. Ok. Et en fait, on m'a invitée à faire une table ronde là-bas. Donc, encore une fois, pourquoi ? Mais oui, bien sûr, avec plaisir, invitez-moi encore, j'adore. Sachant que du coup, c'est un événement ultra fermé pour le coup. Oui, alors en fait, c'était accessible, donc C'est soit... un peu le Met Gala de la communication, quoi. Ouais, exactement. Donc, t'avais soit donc, les médias, les entreprises, ou les créateurs de contenu, donc soit qui étaient invités, soit tu pouvais payer ton ticket évidemment, mais il fallait avoir, je sais plus si c'est 10 ou 15 000 followers minimum pour avoir le droit d'accéder à l'event en fait. C'était pas accessible au public. Aux gueux comme nous quoi. Voilà. Et donc c'était hyper intéressant parce que moi j'ai pas eu le temps d'assister à énormément de conférences, mais il y avait Nota Bene, il y avait Amixem, il y avait Micode, enfin des gens que moi je regarde sur mon ordinateur quoi. Et en fait, je me retrouve à discuter dans les couloirs avec Hardisk, avec des gens que moi j'aime bien, tu vois. Il y avait Mathieu Stéphanie, et c'était marrant. Pour te donner la petite anecdote, au début j'arrive, donc le premier jour à Station F, et moi j'avais un pass speaker du coup. Donc j'arrive et j'ai besoin de retirer mon pass. J'avais mon bonnet, mon machin, et je dis bonjour, je viens pour retirer mon pass. Nelly Kemp, c'est ça ? Et moi j'étais en mode donc là, je te dis que t'es ça. Premier sauçage parce que je me dis oui, mais enfin. En même temps, une meuf bronzée avec un bonnet blonde, ça peut être que toi quoi. Non mais je veux dire, enfin on n'est pas à Osgore, donc je veux dire, ça peut être que toi. Du coup. Oui, c'est vrai, mais enfin je veux dire, on avait quand même toute la créateur économique était là et moi je suis rien ni personne vraiment, tu vois. Et donc bref, premier sauçage de la journée. Je récupère mon badge, je fais 50 mètres, je suis pas très à l'aise moi dans les lieux comme ça où je connais personne et tout, tu vois. Et donc j'étais là, à qui est-ce que je vais aller dire bonjour ? Je vais plutôt me rapprocher des petits fours. Donc ça c'était ma première stratégie. Et en fait là, effectivement, je me rapproche des petits fours et quelqu'un me tape sur l'épaule. Bonjour, excuse-moi, t'es Nelly Kemp ? Et là, je me suis dit, waouh, vraiment, ça va être 2 jours très très longs si c'est comme ça, parce que moi, je suis pas prête, quoi. Et c'était qui ? Et ben, en fait, c'est quelqu'un qui... Phoenix. Non, mais elle était là aussi, je crois. Mais c'est quelqu'un qui me suivait, en fait, sur les réseaux, tu vois, et qui m'a reconnue, et qui voulait faire une photo avec moi, et tout, donc... J'espère qu'on j'étais fera en une photo mode... après. Bien sûr. Chat dédicace. Et donc, moi, j'étais un peu gênée, tu vois, mais c'était trop cool. Et heureusement, après, plus personne ne m'a reconnue et les gens disaient plutôt « Est-ce que tu peux retourner ton badge parce qu'il est à l'envers et je ne sais pas qui tu es ?» Et là, j'étais beaucoup plus à l'aise. Donc, ouais, non, c'était une chouette expérience. Et autour de ça, il y avait plein d'événements, en fait, satellites. Donc, je me suis retrouvée au Cercle des Armées, à la table de Shubham Sharma et Caroline Mignot. Après, qu'est-ce que j'ai fait après ? Je suis allée manger chez l'ambassadrice des États-Unis en tant que créatrice de contenu. Oui, j'ai vu ça avec aussi. L'ancienne Miss France, très sympathique, à qui j'ai donné un coaching LinkedIn. Clémence, Miss 2020. Je suis pas très forte en Miss France. Très sympa. Métisse, faudra demander à Camille parce qu'elle les connaît toutes. Non, je vois pas. J'ai jamais regardé. Moi non plus. En fait, je ne savais pas qui c'était. C'est Camille qui m'a dit « Je crois que là-bas, il y a 2 Miss. Je vais aller les voir. » Surtout que quand elles ont l'écharpe, il y a un indice, quoi. Non, là, pas du tout. C'était juste une jolie fille. Ouais. Au milieu de l'ambassade des États-Unis, on a partagé le même pâté croûte, quoi, tu vois. Oh, waouh. Mais sache qu'elle a 76 connexions, dont moi, du coup. Et c'est très rigolo. C'est marrant. Du coup, quand on t'écoute comme ça, on se dirait que tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais non, on va revenir un petit peu en arrière. Donc on a parlé des échecs pro, mais t'as aussi eu des déboires avec la ruine que tu as achetée et qui t'a mis dans le rouge. Ah oui. Est-ce que tu peux nous... Tu l'avais oublié. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Ouais.
Bah du coup je me suis mise déjà bien dans le rouge avec la clinique où littéralement ça a coûté beaucoup plus cher que prévu, donc j'ai gratté le moindre fond de tiroir et j'ai réduit mes dépenses au max. Et puis je me suis un peu refaite. Je sais pas trop comment en fait. Enfin, j'ai cravaché et tout, mais je suis pas restée au fond du trou aussi longtemps que ça, financièrement parlant. Parce que aussi je sais beaucoup vraiment vivre avec très peu et trouver des moyens de gagner de l'argent. Donc ça c'est une force, Ouais, t'es débrouillarde, je pense. Ouais. Tu vas pas être chez toi en mode ma vie est finie. Bah de toute façon sinon je vais mourir de faim, c'est dommage, oui, c'est vrai. Tu vois. Mais et du coup ouais, après j'ai acheté une ruine au Mexique et je me rendais pas trop compte, je crois, de l'étendue des travaux. Moi je me dis ah ouais. Oui, parce que je me souviens à l'époque où je n'étais qu'une fan et pas ton amie. Tu faisais des posts LinkedIn où tu plaisantais sur le fait que ton toit fuyait ou des trucs comme ça. C'est vrai. Ah, j'en ai pas fait beaucoup, hein. T'es vraiment assidue parce que je crois que j'ai dû en parler 2 fois. Bah en fait, je fais partie des 5% de la population qui, quand ils lisent un contenu, ils le retiennent. Parce que ça m'intéresse vraiment, quoi. Mais ouais, j'ai acheté cette maison au bord de la plage qui, enfin vraiment, si je te montre les photos, n'importe qui va se rendre compte que effectivement c'était une ruine, mais complète quoi. Et moi, oui, bon bah je vais refaire le carrelage et un coup de peinture et ça sera habitable au départ et puis je referai petit à petit. Mais que nenni, pas du tout. Ta positivité à ses limites quoi. Ouais, en fait déjà j'avais un budget qui était relativement restreint. Donc j'ai visité la maison 5 ou 6 fois je crois. Le gars il en pouvait plus. Parce que une fois je suis venue, j'ai vu la maison, ok, elle était grave cool, je me suis projetée de ouf, mais j'avais besoin de savoir combien j'allais avoir de travaux et savoir si ça allait rentrer dans mon budget. Donc d'abord je fais venir un archi qui me donne un budget qui est complètement au-dessus de ce que moi je pouvais mettre. Ensuite j'ai fait venir, on appelle ça, comment ça serait, l'équivalent d'un ingénieur en fait, un peu chef de travaux quoi. Donc pareil, il me donne un budget qui était moindre que l'archi, mais encore beaucoup trop. Je dis bah non, en fait ça va pas être possible. Donc là j'ai cherché un maçon. J'ai trouvé un maçon et je lui ai dit bah voilà j'ai ça. Est-ce que tu veux bien faire cette maison avec moi? Et il m'a dit sta bien dañada, hein. Donc ça veut dire elle est bien abîmée quoi. Ouais, même lui il est en mode pas chaud quoi. Ouais, mais je sais pas, je me suis dit c'est celle-là quoi. Et donc j'ai acheté cette ruine et j'ai commencé les rénovations avec mon maçon. Donc j'avais fait les plans moi-même, j'avais tout réimaginé moi-même. T'étais toujours avec ton copain à ce moment-là ou t'étais oui. En mode solo dans le projet? Alors j'étais toujours avec lui, c'était un projet de base commun. Enfin l'idée c'était que ça soit une maison dans laquelle on allait vivre tous les deux et que ça soit notre foyer, etc. Ça s'est pas passé exactement comme ça. C'est-à-dire que du moment où il n'a pas pu être sur les papiers de la propriété, il s'est complètement désintéressé du projet, il n'est jamais venu sur le chantier. Mais lui, il vient jamais nulle part en fait. Non. Il vient pas à la clinique, il vient pas dans la maison. Bichette. On l'embrasse. Donc ça s'est terminé, pas projet parce qu'il n'était pas là non plus. Bah c'est-à-dire je lui disais la cuisine tu la veux comme ci ou comme ça, bon je sais pas. Ouais bon. Il était pas investi dans le truc. Non pas du tout. Donc il avait une pièce dans la maison pour faire son atelier et tout, et je lui avais demandé genre tu veux quoi comme couleur, comme finition et tout, et en fait il l'a jamais choisi, donc actuellement c'est toujours une dalle brute au sol. Ok. Mais bon. Donc j'ai commencé à faire les travaux avec ce petit maçon là, mon Lalo, et c'était pas évident parce que moi j'étais là tous les jours sur le chantier, donc je continuais du coup à donner mes cours, à bosser en SEO, et en même temps j'étais 4 ou 5 heures par jour sur le chantier parce que les Mexicains faut quand même un peu leur coller au basque quoi. Oui, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Ouais, donc moi j'ai eu une chance incroyable, enfin vraiment mon maçon très bon gars. Ouais. Je suis très contente de comment ça s'est passé. Très surpris que je mette la main à la pâte en fait, parce que du coup c'est moi qui faisais toutes les finitions, c'est moi qui ai fabriqué tous mes meubles, parce que j'avais pas les moyens d'acheter des meubles, c'est très cher là-bas.
Donc en fait, lui, il était en train de casser des trucs et moi, j'étais en train de couper des planches pour faire une table, pour faire un lit, voilà. Donc c'était marrant. Et tous les matins, il me disait, bah voilà, là, j'ai besoin de tant de sacs de ciment, j'ai besoin de tant de mètres de cordes, de ci, de ça. Donc tous les jours, j'allais avec ma petite voiture acheter les sacs de ciment et les trucs et les machins. Et ça avançait comme ça, quoi. Et bon, bah effectivement, il y a eu quelques surprises dans la rénovation, c'est-à-dire qu'un jour il m'appelle, il me dit bah là le toit il est tombé. Ah, bah c'est dommage. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est un peu utile quoi. Ouais. Bah il est pas tombé partout, c'était le toit de la salle de bain qui est tombé parce qu'en fait en piquant les murs, donc ça fait des vibrations et tout et en fait on s'est aperçu que structurellement il y avait pas de, je sais pas, je connais pas les mots en français, mais il y avait pas de poutre traversante quoi, il y avait pas de ballast quoi. Ok. Donc ça tenait parce que ça avait envie de tenir. Ça tenait sur une petite fenêtre en alu qui était là parce qu'elle avait été posée là à un moment, mais voilà. Et donc c'est tombé, donc du coup bah, tout refait, remettre des poutres, enfin faire les choses à peu près correctement quoi. Donc il y a eu ça. Après il y a eu bonjour, en fait on vient de se rendre compte que la maison avait été posée sur une mare de caca. Ah bah super. Ah oui, je me souviens de ça. Parce qu'en fait ma maison, elle est posée sur du sable. Et il n'y a pas de fondation ou de vide sanitaire ou quoi. Il y a du sable qui est compacté et il y a ma maison dessus. Parce que je suis sur une presqu'île, en fait, qui a été faite sur des remblais de mangroves. Et voilà, mais c'est comme ça partout, quoi. Et quand j'ai acheté la maison, il y avait une pièce dans laquelle le sol était un peu affaissé, enfin beaucoup affaissé. Et on n'avait pas trop su pourquoi, mais on s'était dit, bah c'est pas très très grave, on va recompacter, refaire comme il faut, et puis repartir sur un sol comme ça, quoi. Donc on fait ça, on pose le carrelage, c'est tout bien, tout beau et tout, et là, au moment où il pose le raccord de la douche, en fait, il tombe le sol de la douche, et en fait, dessous, c'était vide. Il y avait rien. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu fais tomber de l'eau dans du sable, bah ça fait un petit trou. Oui. Et bah là, nous, ça faisait un gros trou. En fait, il n'y avait pas d'évacuation de la douche. Ah oui, ok. C'est-à-dire que la douche et le chiotte, ils s'évacuaient dans le sable. Donc ça avait creusé. Wow. Et c'était un trou de rien. Enfin, d'eau sale et de caca. Donc évidemment, moi, je venais de reposer le carrelage. Donc on a tout répété pour tout refaire. Voilà. Ah waouh, donc en fait, t'as posé du carrelage sur un mélange de sable et de caca. Bah oui, mais à cette époque-là, je ne le savais pas. Et comment ça s'est fini du coup cette histoire de... Parce que tu disais à l'heure actuelle il y a toujours une chape de béton dans l'atelier de ton ex. Mais du coup tu l'as toujours cette maison? Ça s'est bien fini finalement? Ouais, ça s'est bien fini. Je suis vraiment très heureuse de cette maison. Elle est à mon image. Elle est pas parfaite parce que c'est sans le caca. Merci Emeline. Bah, pardon. La transition. C'est vrai. Là, j'ai travaillé après avec une plombière. Et la plombière est tombée dans la fosse septique, c'était hyper drôle. Elle était vide à l'époque, elle venait d'être creusée. Et en fait, elle est petite et bien portante, quoi. Petite boule. Et en fait, d'un coup, j'entends beaucoup de bruit au fond du jardin. Et j'entends les maçons qui explosent de rire. J'arrive et je vois la tête de la plombière en haut qui dépasse à peine de la fosse septique et ils me disent « Tes caméras, elles marchent !» Et du coup, on est resté un quart d'heure à regarder le replay de la caméra de la plombière qui est là. Et hop là, qui n'est plus là. Il disparaît. Non, il s'est passé plein de choses. J'ai retrouvé un sextoy sur le toit, j'ai un maçon qui s'est empalé, j'ai le chauffe-eau qui a explosé. Non mais il faudrait faire juste un podcast, beaucoup, mais ça serait pas l'anecdote du dimanche, ça serait l'anecdote de la maison de Nelly quoi. Ah mais il y en a plein, il y en a vraiment, ouais, il y a de quoi raconter. Mais maintenant je suis très très contente de cette maison, elle est louée à une amie qui en a fait une kite house, donc c'est génial puisque c'est des gens qui viennent faire du kitesurf, qui habitent chez moi et il y a des DJ qui viennent tous les dimanches matin. C'est trop cool. Ils font le brunch dans mon jardin avec les DJ, enfin c'est incroyable, donc je suis très contente. Et donc ça fait une parfaite transition parce que tu parles de louer, parce que maintenant tu n'es plus au Mexique. Après 5 ans au Mexique, t'as décidé de partir à l'île Maurice. Ouais. Pourquoi? Bah c'est mon ex qui voulait partir. En fait lui il en avait marre de là où on habitait et il voulait partir de cet endroit, donc on s'était mis d'accord sur l'Espagne. On allait partir en Espagne. Et puis finalement, on s'est séparés avant le départ. Donc lui qui voulait partir est resté, moi qui voulais rester suis partie.
parce que j'avais déjà organisé en fait la location de la maison. Ouais, dans ta tête, t'étais prête à partir. Donc, ouais, c'est ça. On avait prévu de partir en juillet, là on était fin mars. Donc je me suis dit, c'est l'occasion, je vais partir, je vais voyager un peu, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Et donc voilà. Et pourquoi Maurice ? Parce que une de mes très bonnes amies que j'ai rencontrée sur LinkedIn, donc, Camille, exactement, on l'embrasse. Camille habite à Maurice. Et elle me disait, viens en fait, ça correspond pas mal au style de vie que t'aimes bien et que tu recherches, etc. Et je me suis dit, oui. Et donc je suis partie avec mon ordinateur, mon micro et mes kites à Maurice. Très bien. Et du coup, tu vas t'installer là-bas ? Là, pour l'instant, je repars à La Réunion. Après Maurice, je suis allée déjà quelques temps à La Réunion. Et puis, en fait, je sais même pas trop pourquoi j'ai commencé à organiser mon retour à La Réunion. Donc là, je serai à La Réunion pour les 6 prochains mois. Et après, je sais pas trop encore. Est-ce que... comment toi, tu choisis tes destinations ? Bon, là, c'est des recommandations d'amis. Mais est-ce que ça serait quoi les critères de sélection ou les questions à se poser pour quelqu'un qui voudrait partir vivre à l'étranger ? C'est hyper personnel, mais moi par exemple, je veux que ça soit un pays dans lequel je peux apprendre la langue parce que j'ai pas envie de vivre dans ma bulle d'expat. Être coupé du monde. Je veux dire, je parle français, anglais, espagnol, mais si c'est pas la langue native du pays, j'ai pas envie que ça soit les locaux qui fassent l'effort de me comprendre en fait. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est important pour moi. Et après, par rapport à mon style de vie, proche de la mer, avec de la chaleur, pas dans une grosse ville parce que les gens me fatiguent. Donc plutôt un environnement un peu chill où je peux faire du kitesurf, de la plongée, où je peux faire des barbecues sur la plage. C'est plutôt ça mes critères à moi, mais ça va vraiment dépendre des gens quoi. Et que ce soit Maurice ou La Réunion, c'est un peu des coins de paradis, hein, on va pas se dire l'inverse. Et qui ont beaucoup d'avantages et qui attirent beaucoup de freelance, dont Rémi qu'on embrasse. Est-ce que au contraire il y a des pays qui ne t'attirent pas du tout, au-delà de la langue, juste le pays en lui-même quoi ? Ouais, bien sûr. Dubaï, ça m'intéresse pas, alors qu'il y a des freelances partout, hein, mais moi c'est pas du tout mon style. Il y a des endroits comme l'Inde par exemple où il y a trop de monde, trop de bruit, trop de tout, ça me stresse, j'ai rien que d'y penser. Les pays qui sont où il y a trop de dichotomie, tu vois, entre mon mode de vie à moi et le mode de vie des locaux, tu vois, les pays qui sont très pauvres. Madagascar par exemple, j'adore, c'est magnifique, c'est génial. Je suis pas à l'aise en fait d'avoir un mode de vie de pacha alors que les gens à côté de moi meurent de faim, c'est un truc qui me dérange un petit peu. Ça s'entend. Donc voilà. Mais après. Ouais, t'es quand même assez ouverte sur tes destinations de manière générale. Ouais. Et est-ce que, parce que tu nous disais aussi en début de podcast que tu voyageais seule, parce que au début donc vous êtes partis en couple au Mexique, mais maintenant du coup tu vis un peu tes aventures en solo, et même avant ça tu faisais des voyages en solo. Comment ça se passe niveau sécurité ? Parce que sauf preuve du contraire tu es une femme. Donc qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Donc t'as pas trop peur ? Est-ce que t'as déjà eu des mésaventures, ou comment tu vis un peu ce truc-là ? Non, j'ai pas peur. Peut-être que je suis naïve, que je me voile la face, que tout ce que tu veux. Mais je me suis rarement ou très peu de fois sentie en insécurité. Je pense que ça vient beaucoup de... Je sais pas. Déjà, j'ai pas, depuis que je suis petite, j'ai pas vraiment ce truc de les femmes sont des petits êtres fragiles à protéger, tu vois. Alors j'ai probablement tort, hein, parce que les chiffres disent le contraire. Mais moi, je me sens pas moins capable ou moins quelque chose ou plus autre chose qu'un homme. Et je me mets pas de barrière par rapport à ça. Après, évidemment... je vais pas me promener en bikini dans les favelas de Caracas, quoi. Mais ça me paraît... C'est fort dommage. Je pense pas qu'un homme le ferait non plus, tu vois. Donc après, c'est du bon sens, en fait.
Ce que je ne ferais pas forcément dans les quartiers entre guillemets chauds de France, je le fais pas forcément en voyage non plus. Après, c'est pas pour être française et pessimiste, mais je sais que toutes les fois où je me suis fait emmerder, j'étais pas du tout habillée. Oui. Tu vois, j'ai souvenir d'une fois, pas plus tard que la semaine dernière, j'avais une vieille polaire dégueulasse. Ah, mais ça n'a rien à voir, je crois. Et on est venu m'emmerder. Et une fois, pareil, j'avais un cache-cou jusqu'au nez, un bonnet. Et le gars m'a dit, t'es bonne, mais je lui ai dit, mais tu me vois même pas. Ouais. Enfin, tu vois, c'est... Avant, je me faisais pas mal emmerder dans ma jeunesse. Après, en France, j'ai l'impression qu'il y a pas un jour qui passe où... Enfin, c'est pas pour faire genre on est des bombes atomiques non plus, mais... non, vraiment, avant, je me faisais pas mal emmerder. Je répondais. Et maintenant, plus du tout. Donc je pense qu'il y a un truc dans ma posture qui a changé aussi, tu vois. Après, je crois pas que... Après, tu portes des bonnets maintenant, donc... Ouais, non, et puis tu vois, quand je marche, je crois pas que je donne très envie de me faire emmerder. Là, typiquement, hier, j'étais avec des potes. J'ai traversé... On n'a pas envie de venir te déranger, quoi. Ouais, j'ai traversé tout le 18e à pied à 2h du mat'. J'ai pas eu un regard, il y a personne qui a esquissé le... Il y avait du monde dans la rue, tu vois. Mais juste, en fait, j'ai mon casque, je marche et... Je me pose pas trop de questions. Alors, tu passes pas pour la petite fragile. Ouais, c'est du coup, on va venir les voir, quoi. C'est peut-être bête à dire, hein, tu vois, mais je pense que ça passe beaucoup dans l'attitude. Et il y a des endroits où des fois, je vais un peu serrer les fesses en me disant « Ouh, c'est peut-être pas génial !» Mais du coup, je suis un peu plus sur mon qui-vive ou des choses comme ça. Oui, tu restes quand même prudente. Ouais, bien sûr. Okay. Mais que ça soit en France ou à l'étranger, non, honnêtement... J'ai très rarement eu de problème et j'ai fait du couchsurfing et j'ai fait du stop et j'ai dormi dehors des tonnes incalculables de fois et tout s'est bien passé, quoi. Après, c'est pas quelque chose que je vais dire, tu vois, je vais pas conseiller à n'importe qui, ok, fais la même chose que moi. Ouais. Oui, toi, c'est par rapport à ton tempérament, ton expérience aussi. Ouais, peut-être aussi, et puis enfin, il suffit d'un détail pour que l'histoire, elle change complètement, tu vois, donc c'est pas parce que pour moi, ça se passe toujours très bien que ça va être le cas pour n'importe qui d'autre. Donc, ouais, pour moi, ça se passe toujours très bien. Ok, prions pour toi. Est-ce que t'as eu des anecdotes où il y a des différences culturelles qui t'ont un peu marqué ou surprise ? Oui, plein. Est-ce que je vais essayer de t'en trouver une pertinente là tout de suite ? Ouais, aux États-Unis, où on n'a pas l'impression forcément que ça soit un pays hyper différent de nous foncièrement, tu vois. Tu te dis peut-être plus qu'en Thaïlande, il y aura de chocs qu'aux États-Unis, mais par exemple... Je me souviens la première fois que je suis partie toute seule en road trip aux États-Unis. J'étais déjà allée à New York ou des trucs comme ça, mais c'est un peu différent. Et là, j'arrive à Phoenix. J'arrive pour 1 mois dans l'Ouest américain. J'avais 19-20 ans, je pense. En tout cas, j'avais pas 21 ans parce que je payais une fortune d'assurance supplémentaire pour ne pas avoir 21 ans et louer une voiture. Donc, je m'en souviens très bien. Et donc moi je dormais dans ma voiture le soir parce que j'avais pas les moyens de dormir dans des hôtels tous les soirs et tout. Et je marchais aussi, tu vois, à Phoenix notamment ou dans les villes que je rencontrais, je marchais pas mal. Et c'est arrivé plusieurs fois que des gens m'abordent, m'interpellent pour me dire mais qu'est-ce que tu fais, quoi, genre je marche ou j'attends le bus ou... Et en fait c'est vrai que une fois qu'ils me l'ont dit, je me suis rendu compte que personne ne marchait. Du tout. Dans des villes, tu vois, comme San Francisco, New York, des choses comme ça, les gens marchent. Mais dans d'autres villes qui n'ont pas vraiment de centre urbain, tout est fait pour la voiture. T'as des drives pour absolument tout, pour retirer des billets, pour la pharmacie, pour tout. Il y a pas mal de villes où il n'y a même pas de trottoir. Enfin, tu peux juste pas marcher, en fait. Ouais, c'est ça, c'est pas fait au-delà pour, des distances qui sont du coup énormes entre un point A et un point B. C'est ça. Ouais. Mais j'avais vu une vidéo d'une Française qui était aux États-Unis. Et elle disait, mais personne marche. Ouais. Et tu ne peux pas marcher. Ouais. Ce qui est marrant, parce que dans les films, quand tu regardes Desperate ou des trucs comme ça... Ouais, mais c'est à New York. Ah non, pas Desperate, mais... Enfin, tu vois, dans les centres urbains... Ouais, mais j'allais dire, tu les vois, tu sais, faire leur petit running du dimanche et tout, donc il y a des trottoirs, quoi. Mais je pense que du coup, ça doit être que dans les quartiers un peu résidentiels, quoi. Une fois que tu sors de là, t'as plus rien. Ouais, exactement, tu vois. Et donc ça m'avait fait sourire. Ouais, parce qu'il y a que les craquettes qui marchent. Ouais, en vrai. Exactement.
Et en France, on marche énormément. On s'en rend pas forcément compte, mais on marche tout le temps. Au Mexique, on marche pas du tout non plus. Ah ouais? Non. Ah, Très peu. J'aurais pensé. Après, oui, il y a pas mal de scooters et tout là-bas, non? Un peu comme en Thaïlande, des trucs comme ça. Ouais, en fait, tu vas avoir soit le bus public, c'est un bordel. Alors, est-ce que sans tu nom. préfères le bus pour venir à Mantes ou est-ce que tu Ah, préfères le bus pour venir à Mantes, le très bus très bien. du Mexique? Le bus pour venir à Mantes. Tu vas avoir soit le bus public, vélo, moto, pas vraiment scooter, plus moto, petite moto. Bah, il y a des scooters Petite, aussi, mais mobilette, là. ouais. Pick-up partagé, donc tout le monde est dans la benne, Stylé. ou voiture, ou Uber, etc. quoi. Ok. Mais, Ah, j'aurais pensé que vous étiez quand même pas mal à pied. non, bah, déjà il fait très chaud, Oui, c'est vrai. il n'y a pas de trottoir, et c'est pas du tout une habitude, quoi. Non. Ouais, que nous, c'est vraiment, j'allais dire français, mais plutôt européen en vrai. Ouais. Il y a Bruno Maltor, le blogueur voyage, qui disait dans une vidéo que c'était très compliqué de maintenir des relations quand on voyage beaucoup comme ça, et que du coup il y a forcément un moment, enfin il y en a beaucoup qui sont concernés, un peu comme Ulysse Lubin, Ouais. qui est arrivé à un âge se disent bon bah là j'ai besoin vraiment de me poser dans un endroit et tout, parce que c'est trop compliqué d'être en couple, parce que du coup t'es tout le temps aux quatre coins du monde, et puis il faut rencontrer la personne qui puisse avoir le même rythme de vie que toi pour te suivre. Est-ce que toi, c'est des difficultés auxquelles t'es confrontée aussi? Bah en fait là ça fait pas si longtemps que ça que je rebouge, on va dire, Ouais. parce que j'avais beaucoup voyagé dans le passé, mais c'était des voyages, je partais un mois quoi. Ouais. Donc je voyageais souvent, mais je rentrais toujours en France. Au Mexique, finalement j'ai très peu voyagé quand j'étais au Mexique, parce que j'avais pas d'argent, comme tu as pu Oui. le remarquer. 2 faillites personnelles, c'est beaucoup. Et puis on avait 2 chiens, dont une qui était très malade, difficile de la garder, enfin de la faire garder, etc. Donc je voyageais très peu. Et là, depuis que je suis partie en juillet, donc là ça fait 6 mois, oui, je suis tout le temps dans un train ou dans un avion. Mais pour autant, c'est pas une volonté propre, dans le sens où c'est un peu la vie qui a fait ça. Mais là, j'aspire vraiment à trouver mon nouveau QG, justement, Ok. parce que j'ai besoin de me recréer une base et D'avoir un cadre, ouais. un chez toi. et aussi exactement d'avoir un chez moi. Là tu vois, ça fait depuis juillet que je suis dans des Airbnb, c'est sympa hein, mais t'es jamais chez toi quoi. Ouais. Là c'est des exemples bêtes, mais typiquement je viens d'acheter un tapis de marche pour mettre sous mon bureau. Je n'ai pas de bureau. C'est ce que j'allais dire. Donc j'ai le tapis de marche et je vais l'emmener dans l'avion avec moi, ce qui est complètement con, tu vois. Mais voilà, c'est des détails. Je me suis dit, ok, j'en voulais déjà un au Mexique, ça fait longtemps que j'en veux un. Au Mexique, je l'avais pas acheté parce que je savais que j'allais partir. Là, ça fait 6 mois que je bosse depuis des canapés ou des trucs comme ça, ça va, c'est cool. Mais j'ai envie de mon tapis de marche. Et à La Réunion, ça coûtait 4 fois le prix. Donc je me suis dit, bah en fait, là, je l'ai. Oui, au final, ça te coûte moins cher de l'acheter en France et de le ramener que... Oui, c'est juste pas très pratique, mais, Ouais. Tu vois, quand je l'ai acheté, j'ai regardé le poids, j'ai gardé le carton et je vais l'amener, quoi. Alors que bah, j'ai 2 culottes propres, comme tu l'as très bien fait remarquer. Pour faire une petite pause dans le podcast, on va faire un jeu. Oh, Enfin, je sais que tu l'attends. Tu as des cartes devant toi j'ai des cartes devant moi. avec des questions. Donc je t'invite à les retourner une par une et à y répondre Donc on les fait toutes. Ouais. Ok. Une leçon de vie que t'as envie de partager. Tout passe. Casse. Rien de... Non, en fait, c'est pas grave, quoi. Surtout si c'est de la thune, c'est pas grave. En fait, j'ai appris à toujours me demander, et au pire, tu vois. Si on me propose quelque chose, ou si la vie m'emmène dans une direction, je me dis, ok, je vais le tenter, parce que, et au pire, qu'est-ce qui peut se passer ? Est-ce que je risque ma vie ? Par exemple, si on me propose de faire un saut en parachute sans parachute, il est possible que je dise non. Si on me propose de faire un saut en parachute avec parachute, il est possible que je dise oui, parce que... et au pire, je vais me fouler une cheville, quoi. C'est pas très grave. Donc je me demande toujours quel est le pire truc qui peut m'arriver. Et en vérité, ça va, il me reste 100 balles sur mon compte, je peux trouver de quoi bouffer pour la semaine. Au pire, je dormirai dans une gare où j'ai des copains qui m'hébergeront. Je sais que j'ai quand même peu de chances de mourir de faim, de froid et d'une maladie du Moyen-Âge si je me plante
dans une de mes décisions, tu vois. Donc c'est ça qui me permet de tester pas mal de trucs et de pas trop avoir peur de tester des trucs. Ok. Donc je dirais vraiment ça. Surtout si c'est de l'argent, c'est pas grave, ça revient. Ouais. Tu vois, c'est pas cool sur le moment de manger un repas dans la journée qui est constitué de pâtes nature. C'est pas grave, ça, tu vois. Après, la façon dont je le dis, ça peut être hyper condescendant et hyper déconnecté parce qu'il y a plein de gens qui galèrent au quotidien et pour eux c'est pas une phase, tu vois. Mais moi, ce que j'ai appris par rapport à ma vie et à ma façon d'aborder les trucs, c'est ça. C'est genre. Non, moi je trouve ça plutôt sain. Parce que tu vois, moi je suis catholique, mais ça va être le cas pour toutes les religions. Bah, c'est un peu ce qui t'inculque. Oui. Tu vois, que tant que t'as un toit à manger et la santé, tout va bien, quoi. Ouais. Donc en vrai, je suis assez d'accord. Donc voilà, je dirais ça. Et deuxième truc, écoutez ceux qui sont passés par là. Ils donnent des conseils qui sont pas complètement cons. En général, on n'a pas forcément envie d'écouter au départ, qui s'avère être vrai. Pas complètement à côté de la plaque en général. On a besoin souvent de faire nos expériences par nous-mêmes, mais j'essaye d'un peu plus écouter les autres et de pas dire non mais toi c'est pas pareil, moi t'inquiète. Ça va bien de le pas faire. être borné. Okay. Ouais. Quel conseil t'aurais aimé recevoir plus jeune ? Fais-toi confiance. Je pense que du moment qu'on a confiance en soi, pas dans la vie quotidienne forcément, mais plus dans ses capacités à se relever, à faire des trucs, ça revient vraiment à ce que je disais avant, mais ça va aller, tu vois. Rien n'est insurmontable, petit pas par petit pas, ça va le faire, tu vas te sortir de ta galère et ça va aller. Donc fais-toi confiance, tu vas trouver des solutions. Okay. Quelle est la personne qui t'a le plus marqué dans ta vie ? Je dirais ma mère, hein, bêtement, parce que j'ai passé quand même du temps avec elle. Et je pense que c'est grâce à elle, en partie, que j'ai justement cette résilience et que j'ose les choses. Parce que ma mère, on en a parlé il y a pas très longtemps, et en fait, elle est pas vraiment d'accord avec moi, mais en tout cas, moi, ce que j'ai appris d'elle, c'est que tout est possible et que c'est pas parce que t'es une femme que tu peux pas, etc. C'est ce que tu nous disais au tout début du podcast sur ton enfance, que t'avais ce truc de si t'as envie, vas-y quoi. Ouais. Fonce. Ouais. Et elle a ce truc-là, mais par exemple, elle trouve que c'est plus dur en étant une femme, qu'il y a plus de difficultés quand même, alors que moi, c'est pas quelque chose que... J'ai l'impression qu'au contraire, elle m'a appris que tout est possible, peu importe qui tu es. Donc elle me l'a appris malgré elle. C'est pas une leçon qu'elle a voulu me donner, tu vois. Après, c'est possible, mais c'est plus compliqué. Enfin, selon les domaines. Oui, voilà. Ouais. Mais ça doit pas être un frein, quoi. En fait, c'est un sujet qui revient très très souvent, mais tu vois, moi, c'est pas que je me définis pas comme femme, oui, bien sûr, mais par exemple, c'est tout bête, hein, mais j'ai du mal à dire je suis une femme. Je vais dire plus je suis une fille, une meuf, une nana, tout ce que tu veux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, mon style d'aujourd'hui... Laisse en douter. Après, c'est pas moi qui vais te jeter la pierre. Mais quelle est la personne qui t'inspire le plus au quotidien ? C'est encore toi, bébé. Je le laisserai au montage. En fait, j'ai pas une personne qui m'inspire au quotidien, c'est plus les facettes de différentes personnes, tu vois. Je vais être hyper inspirée par tel truc de telle personne et par tel autre truc de tel autre. Donc, c'est plus une mosaïque. Un melting pot de tes potes. Ouais, exactement. C'est ça. Tu sais, il y a des fois où je vais me dire waouh, mais ce que cette personne a accompli sur ce sujet-là, je trouve ça incroyable. J'aurais trop envie de suivre un peu ce chemin ou de me permettre de penser de telle manière ou de réagir de telle manière, etc. Mais c'est pas corrélé vraiment à une personne dans son entièreté, c'est plus sur des moments, sur des sujets. Ok, je vois. Quel est ton plus grand regret aujourd'hui ? D'avoir mangé en entier mon maxi pain au chocolat. Je me sens un peu ballonnée. De m'être trop perdue dans ma relation précédente au point où je me ressemblais plus trop, j'acceptais des trucs que j'aurais pas forcément dû et j'ai perdu du temps en fait. Ouais, tu t'es oubliée quoi. Ouais, complètement. Quelle est ta plus grande fierté ? De m'être créé la vie dont, même sans l'avoir intellectualisée, j'ai toujours rêvé, je pense. Tu peux. J'ai une maison dont je suis hyper fière, dans laquelle j'habite pas, mais elle existe. Je peux travailler depuis les 4 coins du monde, je gagne bien ma vie en faisant un truc qui m'intéresse. C'est grave cool, c'est vraiment grave cool. Quel est ton plus grand rêve ? En ce moment, tu vois, je rêve de
trouver mon nouveau QG, de m'acheter une maison ou un appart là-bas, dans cet endroit qui est pour l'instant inconnu, de le faire 100% à mon image, de trouver la personne qui va m'accompagner là-dedans et de pouvoir voyager un peu depuis ce QG-là en continuant à kiffer mon job et mon quotidien. C'est ça. Je te le souhaite. Bah merci. Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin, l'envie de pisser Hop là. J'ai la grande chance de pas mettre de réveil le matin, sauf quand je dois prendre un bus pour aller à Mantes-la-Jolie. Mais J'en ai mis un aussi exceptionnellement pour toi. c'est gentil. Mais sinon, je mets pas de réveil, donc je me réveille naturellement en fonction de mon cycle du sommeil. C'est incroyable. Ouais. Je le fais depuis pas longtemps, C'est génial. Et le pire, c'est que je pensais que j'allais me réveiller à 11h, midi et tout. Tu sais, le truc de se dire si j'ai pas de réveil, mais je vais dormir jusqu'à la mort, quoi. Et en fait, non, je me réveille vers 8h30, 9h. Ouais, c'est ça, moi aussi. Et du coup, beaucoup moins fatiguée que si je mettais mon réveil à cette heure-là. Ouais, donc parce que tu te réveilles naturellement. Moi, je me réveille en général entre... Ouais, c'est ça, vers 8h30 en général. Par contre, je vais passer pas mal de temps dans mon lit après. Donc, je vais commencer à bosser, mais depuis mon lit. Pareil. Donc voilà. Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin j'aime ce que je fais, je suis contente de la vie que j'ai, donc on y va quoi. Il y a des jours où je suis fatiguée, mais comme tout le monde. Ok, très bien. Merci Nelly. De rien, Emeline. Au-delà des voyages et du business, du coup, tu as été une grande sportive. On a parlé de résilience dans le travail, mais tu as aussi touché le fond à cause de ta pratique du sport. Donc tu as fait de l'équitation haute voltige, du kitesurf, et ça a été source, je sais pas s'il y a d'autres sports. Dans lesquels je me suis bien blessée et cassé la gueule, non pas trop. Ok. Donc du coup ça a été source de nombreuses blessures. Est-ce que tu peux nous en parler, nous raconter un peu les circonstances de ces blessures-là ? Donc la voltige, il faut imaginer un cheval qui galope en cercle et 1 à 3 personnes qui font des acrobaties sur son dos. Un peu comme l'acro-gym au collège, mais sur un cheval au galop. Voilà. Donc c'est un tout petit peu traumatisant comme sport. Oui, parce que déjà un cheval c'est quand même haut. Ouais. Mais du coup la 3e personne qui est tout en haut. Alors moi avec mon gabarit, tu penses bien que j'étais porteuse et pas portée. Donc donc en gros moi je portais des gens qui étaient debout ou qui faisaient des trucs au-dessus de moi. Donc moi j'avais les pieds sur le cheval. Okay. Et je portais des filles au-dessus de moi. Mais du coup ça te fait des chocs dans le dos, etc. Ouais, parce que du coup tu prends aussi tout l'impact qui vient du sol, quoi, non ? Ouais. Tu dois en fait bouger en même temps que le cheval et amortir les chocs de celle qui fait ces trucs au-dessus de toi, quoi. Okay, et c'est pas toujours aussi fluide que ce qu'on voudrait. Donc j'ai fait ça, ce qui m'a mené à me faire les croisés et les ménisques, fin de carrière, je ne suis pourtant pas footballeur. Donc en fait à cette époque-là, moi j'ai été sélectionnée pour représenter la France en compétition européenne. Donc j'étais dans mon équipe locale et dans une équipe qui avait été créée avec des sélections jeunes parmi tous les clubs de France pour créer une équipe française, quoi. Donc je m'entraînais pas mal. Et en fait, en même temps, on entraînait un cheval qui appartenait à des gens qui, auparavant, venaient du Cirque du Soleil et qui voulaient créer une nouvelle troupe avec un cheval. Donc eux, ils étaient très forts sur tout ce qui était porté, etc., mais pas du tout sur la partie équestre. Et donc nous, en fait, on entraînait leur cheval et eux nous entraînaient au porté. Et là, sur une réception, mon genou s'est plié dans l'autre sens, ce qui est très agréable, je le recommande à tous un mardi matin. Et ça a fait un gros crack, énorme douleur d'un coup. Le cheval a pris peur du bruit, il a commencé à s'emballer. Je me souviens qu'on me crie « Nel, bouge !» Et moi je dis « je ne peux pas !» Donc je me souviens de cette confusion où du coup la longeuse, donc celle qui tient le cheval en fait, comprend qu'il y a un problème, elle essaye de le récupérer. Entre-temps, les gens qui viennent à moi, moi j'ai hyper mal au genou. Les gars du Cirque du Soleil qui comprennent tout de suite ce que c'est, ils me disent « c'est les croisés, tu dois faire ça, ça, ça », ils m'ont donné tout le protocole. On me ramène chez moi. Dans la voiture, il y avait des bosses, c'était horrible. Et puis, premier soin, machin et tout. Et ensuite, je vais chez le docteur qui m'explique que la compétition s'est terminée, que les croisés, on les opère pas tout de suite, qu'il faut attendre que ça désenfle, etc., etc. Sauf que j'étais en pleine période de compétition. Donc, il fallait faire le choix, en gros, de opérer tout de suite
au risque que ça prenne pas très très bien, ou arrêter la compétition, opérer dans 6 mois pour un résultat plus longue durée. Je savais que de toute façon, la rééducation et tout, ça serait trop long et que je récupérerais pas mon niveau pour les championnats, donc j'ai attendu. Je me suis fait opérer au bout de 6 mois, je crois, peut-être un peu moins, mais quelques en général, mois. c'est ça, les croisés. J'ai attendu, voilà, et puis je me les suis pété une deuxième fois. Donc Le même genou ? Ouais. Bah en fait, c'est pas les croisés, du coup, enfin, il y a eu une petite extension des croisés, mais c'était surtout les ménisques qui posaient problème, que j'ai dû réopérer, etc. Donc voilà, j'ai une fragilité au genou, et en ayant arrêté du coup le sport, mes potes me reconnaissaient plus du tout, parce que à l'époque, je donnais tout pour la voltige, quoi. Et là, je rigolais plus, j'avais perdu un peu mon mojo, quoi. Ouais. Et il y avait plein de sports que je pouvais plus faire de par mon genou pour le moment. La voltige, c'est quand même très niche, donc tu n'as pas des clubs partout, et puis c'est un sport d'équipe, donc moi j'avais déménagé pour mes études entre-temps, etc. Et j'ai commencé à avoir des problèmes de dos, hernie, sciatique, arthrose, plus de disques entre les lombaires, très compliqué, plusieurs fois très proche de l'opération, des grosses crises, et difficile au quotidien avec des douleurs en permanence. Les docteurs, certains voulaient m'opérer, d'autres non, parce que j'étais trop jeune, j'avais une vingtaine d'années, on n'opère pas d'une hernie à 20 ans. Ouais. Donc j'ai appris à vivre avec, j'ai trouvé des techniques de contournement, on va dire. Maintenant ça va, j'ai toujours mal, je fais gaffe sur certains trucs, mais j'ai une vie à peu près normale. Mais comment t'as pu faire du kite, du coup, avec toutes ces blessures ? Parce que je suis un peu con. C'est ce que je me disais, mais je voulais confirmation. Ouais, bah oui, bien sûr, je dois éviter les sports d'impact et les sports traumatisants, donc quoi de mieux que le kitesurf que le kitesurf. Je fais gaffe, tu vois, quand j'ai commencé à sauter, par exemple, j'avais... maintenant, je la mets plus, parce qu'en vrai, ça va, mais j'avais toujours un genre de prothèse de genou externe, donc qui va te maintenir le genou dans l'axe et qui va bloquer l'hyperextension et tout ça. Tu sais, ça fait comme un exosquelette là un peu. Ah oui, non, toi t'avais le truc hardcore, ok. Ouais, genre c'est vraiment ça te bloque. Ouais. C'est pas une genouillère en tissu un peu rigidifié. Ouais, c'est vraiment un truc genre c'est moulé, tu vois, et c'est un peu. Ça fait enfin ça fait pas le mais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais voilà, et tu peux bloquer l'extension, etc. Donc par exemple, je peux pas partir en hyperextension et je peux pas le refermer trop proche non plus d'un coup. Ouais, ça accompagne vraiment ton mouvement. Ouais, en fait, c'est le truc qui va prendre les chocs, tu vois. D'accord. Donc j'ai ça, et pour le genou, pour le dos, j'appréhende un peu quand j'envoie des sauts par exemple, tu vois, parce que moi je saute pas du tout à cette hauteur-là, mais le record du monde est à 36 mètres. Bon, bah tu tombes, t'es mort. Wow. Moi je saute à 5 mètres, donc c'est vraiment pas beaucoup. C'est la hauteur d'un voilier au Vendée Globe, quoi. Ouais. Wow. Moi je saute à 5 mètres, donc c'est vraiment pas beaucoup. Mais quand même, tu t'éclates de 5 mètres. C'est à partir de quelle hauteur qu'on dit que l'eau, ça se transforme en béton au niveau Bah, je sais pas, mais j'aime mieux pas savoir. Ouais, ok. Je regarderai de mon côté. Donc, ouais, j'ai cette petite appréhension des fois où je me dis, ça serait bien que je me réceptionne correctement sur celui-là. Ouais. Bon, on est toujours un peu ankylosé quand on se casse la gueule, mais ça va. Pour ceux qui font pas forcément de sport, c'est assez dur de réaliser, parce qu'on met un peu la résilience business au même niveau que là. Mais quelqu'un qui a pas été blessé, un passionné de sport qui a pas été blessé peut pas comprendre ce que tu dis. Et moi, je l'ai été dans une moindre mesure, mais déjà, ça m'a traumatisée. Parce que t'as la rééducation, t'as la réathlétisation, et puis t'as la douleur permanente, le fait de dire adieu à ta passion, ton quotidien, etc. Comment tu l'as vécu du coup mentalement au quotidien, et est-ce que tu dirais que... quel a été le pire selon toi entre la résilience dont tu as dû faire preuve par rapport à l'aspect financier, professionnel, etc., ou la résilience vraiment de ton corps meurtri ? Ah, c'est dur ça comme question. Je me souviens que c'était très dur la voltige au début quand j'ai dû arrêter, parce que en fait je m'entraînais beaucoup, c'était une passion, c'était un exutoire, c'était un cadre aussi, on avait un coach qui était dur, quoi, donc il fallait envoyer, fallait y aller, on n'était pas là pour rigoler, et puis ça faisait une famille en fait.
Donc, je disais au revoir un peu à tout ça. J'ai mis très longtemps, très longtemps, à retrouver un sport qui me plaisait. Et pas... pendant très longtemps, tu vois, j'ai pas refait de sport régulièrement. Alors, j'allais au ski, je faisais du vélo, des conneries comme ça, mais pas un truc régulier. Parce que je comparais toujours avec ce que m'avait apporté la voltige. Et en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais ouais, ça a été ça pendant longtemps. Où je venais d'un sport qui était tellement complet, qui était tellement hors du commun aussi, qui était c'est vraiment un sport qui t'attrape, tu vois. Ouais. Et je me disais, mais je retrouverai jamais rien. Et puis bon, après, la vie passe et puis on fait des choses et tout. Donc ça avait été dur. Et j'ai eu aussi plusieurs coups où des docteurs me disaient, vous avez le dos de quelqu'un de 70 ans, vous serez en fauteuil, vous avez le risque d'être paraplégique rapidement si vous faites X, Y, Z, etc. Donc j'ai eu un peu cette épée de Damoclès aussi sur la tête pendant un moment où je me disais, en fait, je vais vieillir en légumes, je pourrais rien faire. Donc c'est un truc qui me fait encore peur, mais de toute façon, c'est comme ça, quoi. Mais est-ce que c'est une fatalité à laquelle tu te prépares ou t'essayes un peu de mettre ça de côté et te dire je vis l'instant présent et on verra bien ce qui se passe à l'avenir, quoi. Non, je m'y prépare pas parce qu'en fait on sait jamais, tu vois. Non, mais t'aurais pu te dire ok, je vais écouter les médecins et je vais arrêter le sport, par exemple. Non, j'essaye de vivre au max ce que je peux, tu vois. Par exemple, il y a des trucs que je fais plus. J'adorais sauter dans les rivières, faire des gros sauts et tout. Je le fais plus. Okay. Parce que c'est trop risqué pour moi, tu vois. Mais c'est un gros risque pour 5 secondes de bonheur, quoi. Ouais, j'aimerais bien faire de la boxe, je le fais pas non plus. Mais à part ça, vraiment, je m'interdis pas non plus trop de choses. J'ai appris à contrôler ma douleur, j'ai appris à vivre avec et ça va au quotidien, vraiment ça va. Donc non, j'y pense plus trop. De toute façon, il n'y a pas grand chose à faire, puis la médecine fera des progrès. Je compte sur vous, les docs. En France, on a beaucoup peur de l'échec. Ouais. On s'empêche de vivre parce qu'on se dit mais ouais, si j'échoue, on va se moquer, je vais être pointée du doigt, je vais être la risée du village, etc. Comment toi, tu vis ta relation à l'échec, justement, et quels seraient tes conseils pour quelqu'un qui est dans cette position, qui est dans... Enfin, comment toi, tu gardes un esprit positif malgré les revers de la vie? C'est vrai que c'est hyper français, ça. C'est bien dommage. Je pense que les gens qui critiquent sont ceux qui n'ont pas fait ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, il va jamais critiquer un entrepreneur qui est moins avancé que lui. Un sportif, il va jamais critiquer un sportif qui est moins avancé que lui parce qu'il est passé par là, il sait les difficultés, il sait que c'est pas linéaire et que on apprend sur le chemin et qu'on n'est pas en étant un crack en tout, quoi. Donc ceux qui critiquent en général, c'est ceux qui restent dans leur canapé en se grattant les couilles avec une bière un peu tiède. Il y a une phrase comme ça qui dit que ceux qui te critiquent ou qui se moquent, c'est toujours ceux qui sont en dessous et qui aimeraient être à ta place, mais jamais ceux qui sont au-dessus. Ouais. Parce que ils sont occupés à gérer leur vie et ils ont pas de temps à perdre à critiquer les autres, quoi. Ouais, c'est ça. Donc écoute, ça me gêne pas trop. Je m'en fous un peu. Ok. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui... soit qui veut quitter son poste pour créer sa boîte, par exemple, ou quelqu'un qui veut quitter son poste pour partir vivre à l'étranger, ou tu sais, qui a une envie un peu qui sort des sentiers battus et des cadres qu'on te met en France, quoi. Ouais. Quels seraient tes conseils pour cette personne? De vraiment beaucoup se projeter dans ce que va être son nouveau quotidien, que ça soit en étant à l'étranger ou dans une nouvelle vie entrepreneuriale, parce que par exemple, si tu deviens freelance ou chef d'entreprise ou quoi, mettons la rédac par exemple, pour parler d'un truc qui te parle, tu fais pas de la rédac toute la journée, Ameline, on va pas se mentir. Tu fais de la communication, tu fais de la compta, tu gères ton emploi du temps, tu gères les merdes, et en fait, le taf pour lequel t'as signé, tu le fais que 50% du temps, et le reste, tu remplis les cases que faisaient d'autres personnes dans une boîte, en fait. Donc, si tu fais le même métier en freelance ou dans une boîte, tu feras pas le même métier. Ouais, totalement. Tu dois avoir plein de casquettes
Et je pense que ça, c'est un énorme biais en France où on nous apprend pas à entreprendre ou à être freelance. Où en fait, on n'a pas conscience de, par exemple, tous les efforts qu'on va devoir déployer pour l'acquisition client, pour la gestion administrative, pour toutes ces choses-là, qui sont une vraie part du quotidien. Donc si tu veux devenir photographe de mariage et que tu penses que ta vie, ça va être juste d'aller photographier des meufs qui sont hyper heureuses, tu vas tomber de très haut parce qu'en fait, tu vas manquer 50% des tâches obligatoires que tu vas devoir accomplir. Et si t'en as pas conscience, ça peut être compliqué, quoi. Et pareil, si tu déménages à l'étranger, en fait, la vie en voyage et la vie à l'étranger, c'est pas pareil. Ouais. Quand tu arrives à l'étranger, au début, tout est beau, tout est rose, et puis rapidement, tu te confrontes à des difficultés de différences sociales, tu te retrouves parfois isolé, t'es pas forcément bilingue dans la langue, t'as tous les trucs administratifs du visa, de trouver un travail, de comment fonctionnent les impôts, etc. Et au final, le quotidien revient très vite. Donc si tu pars pour fuir un quotidien qui te plaisait pas, il y a peu de chances que tu trouves ce que tu cherches, quoi. Ouais, c'est un truc à régler avec toi-même et pas forcément... Ouais. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, ma chère Nelly. Et non, sauf si elle est synthétique. Et bien, on terminera là-dessus. Merci beaucoup, Nelly. Et merci à toi pour l'invitation. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et en tout cas, moi, j'ai trouvé ton parcours très inspirant. Et je te trouve très courageuse. Merci. Et je suis vraiment ravie de t'avoir reçue. Et moi, ça me fait plaisir. J'ai l'impression d'avoir fait un monologue sur ma vie et j'aurais eu envie de te poser des tonnes de questions sur la tienne. Et non, parce que la mienne est inintéressante. Je ne crois pas. À très bientôt pour un nouvel épisode de l'anecdote du dimanche. Ciao.